Durant la période glaciaire, il y a 70 000 ans, alors que l'Homo sapiens restait réfugié en Afrique avec des températures de 25 degrés, des groupes de Néandertaliens chassaient des mammouths de 4 mètres de haut dans des plaines où la température atteignait moins 50 degrés, sans savoir que leurs adaptations physiques, des nez 29% plus grands pour réchauffer l'air et des corps qui brûlaient 5000 calories par jour, feraient d'eux les seuls hominidés capables de survivre à l'hiver qui a éteint 60% des grands mammifères d'Eurasie. Abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et commentez de quelle partie du monde vous regardez. Détendez-vous, installez-vous confortablement et préparez-vous pour ce voyage. Avez-vous déjà pensé à ce que cela signifiait de se réveiller chaque matin dans un monde où le froid est si extrême qu'il vous brûle la peau, où chaque respiration pourrait vous geler les poumons et où la simple survie devient un combat de chaque instant? Il y a plus de 70 000 ans, la Terre vivait une période terriblement difficile, une époque où la planète était littéralement prise dans les griffes d'un hiver glaciaire presque sans fin. C'est pendant ce moment précis de l'histoire que les Néandertaliens parcouraient les étendues glacées de l'Eurasie, luttant au quotidien pour trouver de la nourriture, pour se réchauffer et surtout pour rester en vie quand tout semblait leur être contraire. À cette époque reculée, la planète connaissait ce que l'on appelle une glaciation intense. Pour donner une idée, imaginez toute l'Europe, une grande partie de l'Asie du Nord et même une partie de l'Amérique du Nord recouverte de glace, parfois sur plusieurs kilomètres d'épaisseur. Le paysage était méconnaissable comparé à aujourd'hui. Les montagnes, les forêts, les vastes plaines étaient ensevelies sous une épaisse couverture glacée. Les rivières et lacs gelaient sur des profondeurs inimaginables et la neige ne fondait pratiquement jamais. On estime que les températures dans certaines parties de l'Eurasie pouvaient descendre jusqu'à moins 50 degrés. Même au plus fort de l'hiver en Sibérie aujourd'hui, on n'atteint presque jamais de tels extrêmes. Ce grand froid n'était pas que l'affaire d'un hiver parmi tant d'autres. C'était un froid qui ne lâchait pas prise. Année après année, décennie après décennie, parfois même pendant plusieurs millénaires, des cycles de réchauffement existaient, certes, mais ils étaient courts et peu marqués. Sur tout le nord du continent eurasiatique, d'énormes glaciers, comparables à ceux du Groenland actuel, avançaient et reculaient lentement, grignotant régulièrement la maigre végétation et forçant la faune à migrer ou à disparaître complètement. Pour beaucoup d'espèces, cette période de la vie sur Terre ressemblait plus à une agonie qu'à une existence véritable. Pourtant, malgré ces conditions infernales, la vie persistait. Parmi ceux qui ont relevé le défi, les Néandertaliens se sont illustrés comme des survivants hors pair de la dernière ère glaciaire. Sur la vaste échiquier de l'histoire, il est fascinant de voir que tous les humains de l'époque ne vivaient pas la même réalité. D'un côté, Homo sapiens, notre espèce, restait majoritairement cantonnée en Afrique. Là-bas, les températures tournaient autour de 25 degrés. Le soleil, la pluie, la végétation favorisaient une vie relativement stable et douce, bien loin de la brutalité du climat eurasien. La savane, la forêt, les abris naturels, tout cela permettait à Homo sapiens de se concentrer sur la découverte, les outils, le langage, sans avoir à redouter chaque instant la morsure d'un hiver sans pitié. Pour les Néandertaliens, c'était radicalement différent. Eurasiens de cœur et de corps, ils évoluaient sur des terres gelées, faites de toundra, de forêts sombres et de hautes montagnes. Pendant toute cette longue période glaciale, les Néandertaliens affrontaient quotidiennement des vents dévastateurs, des tempêtes de neige pouvant durer plusieurs jours, une obscurité pesante accentuée par le manque de lumière en hiver. Les jours étaient courts, les nuits interminables, et la nature autour d'eux paraissait figée ou mourante. Oiseaux migrateurs, insectes, petits mammifères disparaissaient ou se tenaient terrés, tandis que seulement quelques grandes espèces résistaient tant bien que mal à ce climat épouvantable. L'écosystème entier, d'ailleurs, avait basculé. Les plantes capables de survivre à ces températures étaient rares. La végétation rase, comme la mousse ou le lichen, prenèrent le dessus sur les grandes forêts de feuillus. Les arbres étaient chétifs, recroquevillés contre les bourrasques, et dans certains endroits, ils disparaissaient complètement pour laisser place à des landes glacées. Ce bouleversement du décor terrestre imposait à chaque être vivant un effort constant d'adaptation. La plupart des grands herbivores, mammouths, laineux, rennes, bisons, chevaux sauvages, étaient obligés de migrer en continu pour trouver des pâturages à peu près comestibles. Les carnivores, eux,
dont faisaient partie les Néandertaliens, n'avaient d'autre choix que de suivre ce gibier, toujours en mouvement, toujours difficile à approcher dans l'immensité blanche et froide. À cette époque, on estime également que de larges parties de l'Eurasie n'étaient tout simplement pas habitables pour une espèce humaine standard. Les températures nocturnes de moins 50 degrés rendaient quasiment impossible la vie à l'extérieur sans protection. Les orages de neige étaient fréquents, la visibilité tombait à zéro sur des kilomètres et tout déplacement dans ces conditions extrêmes pouvait devenir dangereux, voire mortel. Ajoutez à cela les risques de gelure, les faiblesses liées à la faim ou à la soif, et la panoplie de dangers naturels semblait illimitée. Une autre particularité singulière de cette ère glaciaire était le niveau des océans extrêmement bas, à cause de toute l'eau retenue sous forme de glace dans les calottes polaires. Les mers s'étaient retirées, donnant naissance à de vastes étendues de sable, de galets, mais aussi à de nouveaux ponts terrestres, notamment entre l'Europe et l'Angleterre, ou entre la Sibérie et l'Amérique du Nord. Ces nouvelles routes naturelles ne facilitaient pas pour autant la vie au quotidien. Elles offrèrent parfois plus de possibilités pour suivre le gibier ou pour explorer de nouveaux territoires, mais ces mêmes territoires étaient eux aussi soumis à l'épreuve du froid implacable. La vie, pour les Néandertaliens, ne se limitait donc pas à un lieu fixe ou à un territoire unique. Il fallait être sans cesse mobile, inventif, résistant à tout et surtout capable d'improviser devant l'imprévu climatique. La quête de nourriture, notamment, dictait leurs mouvements. Lorsque la neige recouvrait tout et que le gibier venait à manquer, il fallait parcourir des dizaines de kilomètres, parfois en plein blizzard, pour espérer trouver quelques traces d'animaux vivants. Rares étaient les moments où le groupe pouvait se reposer, à l'abri, dans une grotte réchauffée par un feu presque sacré, en savourant une viande durement acquise. Généralement, c'était la marche dans la neige, la veille constante contre le froid et contre les bêtes sauvages, le tout avec une vigilance accrue pour les enfants, les malades, les vieillards. Il est frappant de remarquer à quel point chaque aspect du climat influençait non seulement l'environnement physique, mais aussi la culture et le mode de vie de ces peuples. Les ressources naturelles étaient limitées et inégalement réparties. Dans certains coins d'Europe ou d'Asie, des forêts de conifères subsistaient, offrant du bois pour le feu, des abris ou les outils, tandis qu'ailleurs, sur la toundra gelée, il fallait se contenter de branches mortes, de résine, de mousse pour se chauffer ou s'isoler de la neige. Les Néandertaliens n'avaient pas le luxe de pouvoir choisir leur environnement. Ils devaient s'adapter à ce que la nature voulait bien laisser, et c'était souvent bien peu. L'exemple de la faune de l'époque est éloquent. Les grands mammifères, peu nombreux, avaient eux-mêmes développé des stratégies très particulières de survie. Le mammouth laineux, par exemple, arborait une épaisse couche de poils qui le protégeait du froid, de même qu'une imposante graisse sous-cutanée. Les rennes, les bisons et les chevaux sauvages restaient constamment en mouvement, broutant ce qu'ils trouvaient en creusant la neige pour accéder à la moindre touffe d'herbe desséchée. D'autres espèces, moins adaptables, ont tout simplement disparu avec la progression du froid, victimes du manque de nourriture ou d'une incapacité physique à endurer ces températures négatives. Les Néandertaliens observaient la nature avec attention, s'inspiraient des animaux qui survivaient et adaptaient leur quotidien au rythme des grandes migrations animales. La rareté de la nourriture obligeait à l'économie de geste, à une gestion méticuleuse des réserves et à des techniques de chasse plus élaborées qu'on ne le pensait autrefois. Mais cette histoire se réserve pour autrefois. Pour l'instant, ce qui frappe, c'est cette dépendance absolue vis-à-vis de l'environnement, une dépendance qui façonne l'identité même de l'homme néandertalien, le transforme en véritable produit du climat glaciaire. Un autre aspect marquant de ce contexte glaciaire est la répartition des populations humaines sur la planète. Tandis que l'Afrique, relativement préservée, continue de voir l'épanouissement de l'Homo sapiens, les zones tempérées et froides de l'Eurasie deviennent le théâtre principal de l'aventure néandertalienne. Cette séparation géographique, amplifiée par les barrières naturelles, montagnes, glaciers, rivières gelées et les aléas du climat, contribue à l'évolution distincte des deux lignées humaines. Les échanges sont rares, les rencontres exceptionnelles jusqu'à une date beaucoup plus récente. Durant ces dizaines de milliers d'années, chaque population humaine vit presque en vase clos, confrontée à des défis fondamentalement différents. Sur le plan biologique, cette sélection du climat a des conséquences visibles. Les humains du Sud se transforment selon d'autres exigences que ceux du Nord. Mais ce qui reste commun, c'est la peur permanente de la disparition. Le climat n'était pas simplement une contrainte, il était aussi une force sélective implacable. Si un groupe n'était pas capable de s'adapter, il disparaissait purement et simplement, sans laisser de traces.
Des généalogies entières se sont probablement éteintes à la faveur d'un hiver particulièrement dur, d'une mauvaise chasse, d'une année où aucune réserve n'avait pu être constituée. Dans cette Eurasie glacée, les Néandertaliens n'avaient de cesse de trouver des abris, des grottes profondes, des surplombs rocheux, parfois même des huttes rudimentaires créées à partir des ossements de mammouths ou de rennes lorsqu'aucun autre abri n'était possible. La moindre parcelle de chaleur était chérie, et la simple fumée d'un feu dans une nuit obscure marquait la petite victoire de l'homme sur les éléments. La maisonnée néandertalienne, si l'on ose dire, n'était pas qu'une question de confort, elle était une question de vie ou de mort, un point d'ancrage face à la tempête extérieure. Ce moment précis de l'histoire terrestre a donc forgé, dans l'adversité, une humanité différente de la nôtre, façonnée dans le froid, polie par les vents, résistante à chaque difficulté quotidienne. C'est cela, le contexte climatique de la période glaciaire, il y a un peu plus de 70 000 ans. Cette ère est la toile de fond de l'histoire des Néandertaliens, la réalité objective qui a orienté chacune de leurs inventions, de leurs gestes, de leurs évolutions physiques. Sans cette glaciation et son cortège d'épreuves, les Néandertaliens n'auraient sans doute jamais développé ces particularités qui nous fascinent encore aujourd'hui. Et au fond, en se plongeant dans cette époque rude, on comprend mieux pourquoi l'aventure de la survie humaine est autant une question de nature que de culture. Les Néandertaliens, enfants de la glace, nous rappellent à chaque découverte archéologique les incroyables capacités d'adaptation que l'être humain, dans toute son histoire, a pu mettre en œuvre pour continuer à vivre, quoi qu'il arrive autour de lui. Bam! La scène est posée. Un froid dévorant, une terre stérile, des montagnes de glace à perte de vue. Et au milieu de ce décor, quelques petits groupes d'humains opiniâtres, luttant pour chaque minute de chaleur gagnée, chaque bouchée, chaque journée de survie supplémentaire. C'est ce contexte unique et sans compromis qui a écrit la grande saga des Néandertaliens pendant les pires hivers que la Terre ait portés. Dans un monde dominé par le froid et la neige, il ne suffisait pas d'avoir du courage ou de la volonté pour survivre. Ce qui faisait vraiment la différence pour les Néandertaliens, c'était l'ensemble des adaptations physiques qu'ils avaient développées au fil des milliers d'années pour affronter le climat glaciaire. Leur morphologie était le résultat direct de leur environnement hostile. On remarque en premier lieu que les Néandertaliens étaient très différents des Homo sapiens, notamment sur leur apparence physique et leur structure corporelle, et chaque détail de leur anatomie avait un rapport précis avec leur survie dans le grand froid. Quand on s'intéresse à ce peuple fascinant, tout commence par cette fameuse constitution robuste dont tout le monde parle. En effet, les spécialistes en paléoanthropologie, c'est-à-dire ceux qui étudient les anciens humains, ont montré que les Néandertaliens étaient beaucoup plus trapus et massifs que nous, Homo sapiens modernes. Ils avaient un squelette large, des os très denses, une musculature impressionnante. Leurs membres, c'est-à-dire bras et jambes, étaient relativement courts, alors que le tronc, le torse, était volumineux et large. Cette particularité ne s'explique pas par hasard. Dans un climat glacial, avoir un corps court et massif, cela veut dire perdre moins de chaleur. Si on a des jambes plus courtes, la surface exposée à l'air froid est réduite. Et avec un torse large et des membres courts, la chaleur produite à l'intérieur du corps reste mieux conservée. L'un des points les plus surprenants, c'est la cage thoracique des Néandertaliens. Elle était véritablement immense par rapport à celle des humains modernes. Leur thorax était profond, large et assez bombé, ce qui augmentait leur capacité pulmonaire et permettait aussi une meilleure protection des organes internes. La respiration, surtout dans l'air glacial de la toundra ou des montagnes eurasiennes, devient un véritable enjeu de survie. Ingérer de l'air glacé, c'est risquer des problèmes respiratoires, voire d'endommager les tissus fragiles des poumons. Mais un thorax comme celui des Néandertaliens permettait de réchauffer efficacement l'air inspiré avant qu'il n'arrive aux poumons, limitant ainsi les risques. Certains chercheurs se sont aussi penchés sur la taille du nez des Néandertaliens, et ça, c'est vraiment intéressant. Leur nez était bien plus large, environ 29% plus large que celui des Homo sapiens. Ce n'est pas qu'une question d'apparence. Ce nez large fonctionnait comme une sorte de radiateur naturel. L'air, quand il passait par les larges fosses nasales, avait le temps de se réchauffer et de s'humidifier avant d'entrer dans l'appareil respiratoire profond. Cela permettait de moins agresser les voies respiratoires, de conserver l'humidité du corps et même de mieux sentir l'environnement, puisque l'odorat était peut-être mieux adapté à repérer la nourriture ou certains dangers dans la nature glacée. Du côté de la peau, il y a encore peu de preuves directes, mais on pense que la peau des Néandertaliens pouvait être plus épaisse que la nôtre, avec une couche cornée bien développée.
ce qui aide à faire barrage contre le froid extrême et le vent. Une peau plus épaisse, plus résistante, protège du dessèchement, des brûlures par le froid et des petits traumatismes liés, par exemple, à la marche sur la neige, les chutes ou le contact avec des objets très froids. La couleur de leur peau aussi est un aspect qui intrigue. De nombreuses études génétiques révèlent que certains néandertaliens étaient probablement pâles et aux cheveux clairs, ce qui correspond aux adaptations classiques des populations vivant sous de faibles niveaux de lumière. Une peau claire favorise la production de vitamine D, très importante lors d'hivers interminables où le soleil se fait rare. En parlant de génétique, il faut mentionner que certaines mutations qu'on retrouve chez certains humains contemporains, comme la capacité à supporter le froid ou à avoir une densité de cheveux plus grande, viennent probablement des néandertaliens. Leurs poils corporels, certainement plus abondants que les nôtres, leur offraient une barrière supplémentaire contre le froid. Comme le vent, le froid agresse en premier la peau, et une couche de poils, même modérée, peut faire gagner quelques degrés en température corporelle. Ce sont de petits détails, mais chacun, mis ensemble, contribue à une meilleure survie dans des conditions hivernales extrêmes. Quand on regarde la force physique des néandertaliens, on comprend qu'ils n'étaient pas juste costauds. Ils étaient presque programmés pour produire et conserver la chaleur. Leur masse musculaire était bien supérieure à celle de la plupart des Homo sapiens modernes. Plus de muscles, c'est aussi plus de chaleur produite par le mouvement et l'activité. Il faut savoir que même au repos, les muscles produisent de la chaleur. Donc pour un individu néandertalien, cela représentait un avantage majeur. On estime qu'un néandertalien adulte, même sans effort, brûlait bien plus de calories par jour qu'un Homo sapiens moderne vivant dans un climat tempéré. Certains détails anatomiques semblent presque faits sur mesure pour le froid. Les doigts, les orteils, étaient plus courts et plus épais, ce qui les rend moins vulnérables aux gelures. Les oreilles, petites et collées à la tête, risquaient moins d'être abîmées par le gel ou le vent. Les joues proéminentes, avec des pommettes hautes et larges, pouvaient servir de rempart pour protéger différentes zones du visage, même si, là encore, il est difficile de savoir précisément la fonction de chaque trait sans tissu mou à examiner. Mais lorsqu'on compare les crânes et les os retrouvés dans les fouilles archéologiques, les différences sautent aux yeux par rapport à Homo sapiens. L'ensemble du visage néandertalien, large et bas, favorise également une respiration efficace par le nez. Une autre facette importante concerne la robustesse générale du squelette. Les os néandertaliens étaient si épais et denses qu'on les compare parfois à ceux de mammifères sauvages. Ces os servaient à supporter non seulement une masse musculaire imposante, mais aussi à amortir les chocs, les chutes fréquentes et à résister au transport d'objets lourds, que ce soit lors de la chasse, du déplacement d'animaux morts ou du transport de bois et d'outils. Dans un environnement où glissade, accidents et dangers naturels étaient au quotidien, cette robustesse pouvait faire la différence entre la vie et la mort après une fracture ou un coup répété. La croissance des enfants néandertaliens suivait aussi ce modèle. Les squelettes d'enfants retrouvés confirment que, très tôt, leur développement était orienté vers une musculature puissante et une ossature solide. Les enfants étaient ainsi préparés à résister aux températures glaciales et aux exigences physiques dès leur plus jeune âge. Le rythme de croissance était probablement rapide en toute petite enfance, puis ralentissait pour économiser l'énergie et permettre à l'organisme de s'adapter peu à peu au froid environnant. D'autres études, en particulier sur les dents, laissent envisager des évolutions biologiques intéressantes. Les dents néandertaliennes sont grandes, plus massives, adaptées non seulement à une alimentation riche en viande, mais aussi à des usages d'outils, par exemple, pour tenir des pots ou pour travailler des matériaux. Mais leur implantation profonde dans l'os maxillaire aurait aussi joué un rôle dans la préservation de la chaleur buccale. Manger des aliments froids aurait pu provoquer des sensibilités dentaires intenses. Or, structurellement, leur bouche semblait mieux protégée contre ces désagréments. Au niveau de la posture et de la démarche, les néandertaliens avaient un centre de gravité plus bas, un bassin large, des jambes arquées capables de soutenir de lourdes charges, mais aussi une colonne vertébrale très courbée. Ce n'est pas un handicap, mais une adaptation pour encaisser les efforts répétés de la marche sur la neige, de la course sur terrain accidenté, et surtout pour dégager le maximum d'énergie sans se fatiguer inutilement. Marche après marche, dans le vent, sur la glace, chaque dépense d'énergie comptait. Il est aussi important de penser à la résistance immunologique. Vivre dans un climat si rude, c'est être exposé à des infections respiratoires fréquentes, à des blessures qui cicatrisent mal à cause du froid. Les os des néandertaliens montrent parfois des traces de fractures ressoudées, de maladies ou d'infections surmontées. Leur système immunitaire devait être solide.
Les restes de pathologies osseuses témoignent d'une capacité à encaisser des traumatismes et à survivre malgré la difficulté de se soigner dans un monde où aucun remède moderne n'existait. Seul un corps naturellement préparé par l'évolution pouvait encaisser tous ces aléas et continuer à fonctionner. Cette endurance physique dont on parle souvent n'était donc pas juste une option, mais la base indispensable de la vie néandertalienne. L'activité quotidienne, même pour le groupe le moins actif, impliquait tout le temps des efforts énormes. Découper un animal mort, transporter des kilos de viande sur des kilomètres dans la neige, chercher du bois, réparer des outils, s'occuper des enfants. On n'avait pas le choix. Il fallait que chaque membre du groupe puisse donner le meilleur de soi, sans faiblesse, sans relâchement. Sinon, la survie était compromise. Tous ces éléments, style super pouvoir du froid, ne font pas des Néandertaliens une espèce complètement étrangère à nous, mais ils montrent combien leur adaptation est unique. Ils constituent un cas d'école en évolution humaine. Face à une pression extrême du climat, la sélection naturelle a orienté la morphologie et la physiologie dans une direction très précise, et chaque mutation utile a été gardée, transmise, renforcée génération après génération sur des milliers d'années. Les études génétiques récentes sont venues ajouter de la nuance à cette image. Depuis que l'on a réussi à séquencer l'ADN néandertalien, on constate que certaines de leurs caractéristiques continuent aujourd'hui à exister dans le patrimoine de beaucoup d'humains. Par exemple, une tolérance accrue au froid, une densité osseuse supérieure à la normale, voire certains aspects du métabolisme. Cela montre que ces traits, longtemps considérés comme exotiques, étaient résolument efficaces à l'époque et ont laissé des traces durables dans l'histoire humaine. On sait aussi par les études comparatives que les Néandertaliens étaient adaptés exclusivement à leur territoire. Leur morphologie, aussi efficace soit-elle, n'aurait pas été la meilleure dans un climat tropical ou désertique. Ils incarnaient littéralement la région froide de l'Eurasie et toute leur apparence résultait de cette longue cohabitation avec le froid. Les Homo sapiens qui vivaient dans d'autres régions n'avaient pas du tout les mêmes contraintes. Ils étaient plus élancés, plus minces, adaptés à la chaleur et aux longues courses, alors que les Néandertaliens privilégiaient la force explosive, la résistance musculaire et la conservation de chaleur. Il faut aussi évoquer un aspect souvent négligé, la perception sensorielle adaptée au climat. Des études tendent à montrer que les Néandertaliens avaient une acuité visuelle supérieure dans des environnements faiblement éclairés, ce qui les aidait à repérer des proies, des dangers ou des ressources dans la pénombre des forêts ou des grottes. Leur ouïe, leur odorat et leur capacité à détecter des variations dans l'environnement leur offraient un petit avantage supplémentaire dans la lutte quotidienne contre l'adversité. Toutes ces adaptations physiques, si marquantes, permettent de comprendre pourquoi les Néandertaliens ont pu survivre pendant des milliers d'années dans des déserts glacés où la plupart des autres espèces humaines auraient très vite abandonné la partie. Ils étaient armés non seulement d'un savoir-faire technique, mais surtout d'un corps taillé pour la rudesse, parfaitement outillé pour faire face à l'hiver le plus long et le plus cruel de l'histoire européenne. La nature, à travers des mutations successives et le filtre permanent du climat, a retenu chez eux tout ce qu'il fallait pour affronter la neige, la glace, le manque de nourriture et la violence du vent. À force d'étudier leurs restes, de les comparer, de comprendre leurs gènes, les chercheurs ont acquis la certitude que la réussite néandertalienne n'était ni fortuite ni miraculeuse. Elle est bâtie sur une logique biologique, écologique et sociale où chaque détail compte, même le plus discret. Les os, les muscles, la peau, la respiration, chaque système corporel participe à maintenir la précieuse chaleur, à limiter les pertes, à transformer le moindre effort physique en énergie utile pour passer la nuit, la semaine, l'hiver. Penser l'adaptation des Néandertaliens, c'est finalement réaliser à quel point la survie repose parfois sur des détails minuscules que seule l'évolution naturelle a su ajuster au fil des siècles. Voilà pourquoi, face au pire hiver, ils sont restés debout aussi longtemps, presque invincibles sur leur territoire, jusqu'à l'arrivée de bouleversements nouveaux venus de la nature ou d'ailleurs. Cette incroyable résistance physique dont je viens de parler ne pouvait suffire sans une alimentation adéquate et un métabolisme particulièrement efficace. Dans ce climat glacial, dépenser moins d'énergie était presque impossible, donc il fallait en apporter beaucoup plus chaque jour à l'organisme.
C'est là que l'on découvre à quel point le mode de vie des Néandertaliens était centré sur la nourriture et comment leur système interne, tout comme leur corps, avait trouvé des solutions étonnantes. Leur routine quotidienne tournait littéralement autour de la recherche, de la préparation et de la consommation de calories. Les besoins énergétiques quotidiens d'un Néandertalien adulte pouvaient monter jusqu'à 5000 calories, parfois même plus, selon la dépense physique. Pour mettre ça en perspective, c'est plus du double de ce dont a besoin une personne adulte dans un climat tempéré aujourd'hui. Cette différence énorme s'explique par toutes les pertes de chaleur corporelle dans le froid, l'activité physique intense nécessaire à la chasse, à la cueillette, à la fabrication d'outils, au transport de matériaux, sans oublier la réparation des abris. Le menu néandertalien était donc pensé pour offrir le maximum d'énergie disponible. Comme il n'y avait pas de grandes cultures agricoles, les protéines végétales étaient presque absentes de leur régime. La base de leur alimentation, c'était la viande de grands mammifères, la graisse animale, parfois un peu de plantes, de racines, de baies lorsqu'elles étaient disponibles. Les analyses faites sur les os, les dents et les outils retrouvés dans les sites d'habitat confirment que leur régime était très majoritairement carnivore. On a mené des études isotopiques sur le collagène osseux. Des analyses très fines qui révèlent quelle quantité de protéines animales ou végétales a été assimilée par chaque individu. Et les résultats sont sans ambiguïté. La viande, surtout la viande grasse des herbivores, représentait de loin l'essentiel de la ration alimentaire, parfois jusqu'à 10 fois plus que chez nous. Ce choix, ou plutôt cette nécessité de manger beaucoup de viande, s'explique facilement par la difficulté de trouver des ressources végétales consistantes dans la toundra ou sur les plateaux froids. Les grands animaux, comme le mammouth laineux, le rhinocéros laineux, les bisons, les rennes ou encore les chevaux sauvages, étaient la principale source d'énergie, à la fois par leur viande et par la graisse accumulée sous leur peau. La graisse animale a une valeur calorique très élevée, ce qui en fait une ressource inestimable pour qui doit se battre contre des températures négatives. Il fallait aller chercher cette énergie même là où elle semblait la plus difficile à obtenir, et c'est ce que les Néandertaliens faisaient chaque jour. Les repas n'avaient rien à voir avec les habitudes alimentaires modernes. On ne disposait pas d'un garde-manger, d'un frigo, ni même de réserves faciles à stocker pour longtemps. Chaque jour, il fallait soit chasser, soit consommer ce qui venait d'être chassé peu avant, souvent dans l'urgence. Fabrice Demeter, spécialiste en paléoanthropologie, explique qu'un seul animal abattu permettait au groupe de survivre quelques jours. Mais dans le froid, la viande se conservait mieux et pouvait même geler, évitant de la perdre trop vite. Toutefois, la vraie difficulté restait toujours la fréquence des succès à la chasse. Il n'existait aucune régularité, donc l'abondance alternait avec les périodes de disette. Quand une prise était faite, tout le groupe en profitait avec un festin improvisé. La viande était partagée, cuite au feu, parfois mangée crue si besoin, selon ce que les circonstances imposaient. Ce mode de vie, basé sur la haute teneur énergétique de la viande, amène à reconsidérer la façon dont leur corps gérait la nourriture. Le métabolisme néandertalien était probablement capable de transformer très vite d'importantes quantités de graisse et de protéines sans risque pour la santé globale puisqu'ils dépensaient ces calories dans la journée. Leurs muscles étaient nourris en permanence. Il n'y avait pas de stockage excessif de graisse sous la peau comme chez nous, mais une gestion très dynamique de l'énergie. La digestion devait être puissamment adaptée, capable de traiter des morceaux peu cuits, très riches en graisse ou en ligaments. Dans l'estomac néandertalien, tout était mis à contribution pour en retirer la moindre calorie disponible. Les études faites sur le tartre de leurs dents révèlent également quelques traces de végétaux, parfois des champignons, des graines, des tubercules, mais ces petits compléments alimentaires n'apportaient qu'une fraction de l'énergie totale nécessaire. La cuisson, justement, joue ici un rôle fondamental. Les Néandertaliens n'ont pas inventé le feu, mais ils en faisaient un usage très important. Pouvoir cuire la viande présente des avantages décisifs pour libérer plus d'énergie, faciliter l'assimilation, détruire certains parasites ou bactéries présents naturellement dans la viande crue. Cela évitait ainsi bien des maladies et augmentait significativement la valeur nutritive de chaque repas. Les archéologues, en examinant les foyers néandertaliens, constatent systématiquement la présence d'os calcinés, de restes de cuisson, parfois même de traces d'aliments cuisinés de façon primitive. Le feu était utilisé aussi bien pour cuire que pour réchauffer, sécher ou encore fumer certains morceaux afin d'allonger leur durée de conservation. Cette gestion très fine des ressources alimentaires témoigne d'une vraie organisation et d'une grande maîtrise technique. Il faut imaginer la scène, un groupe harassé par une chasse éprouvante, réuni autour d'un feu, découpant les morceaux de viande en fonction des besoins, ne gaspillant rien, partageant chaque partie comestible. Les os étaient fracassés pour en extraire la moelle, hyper calorique.
La graisse sous-cutanée, très recherchée, servait aussi bien à l'alimentation qu'à la fabrication de bougies rudimentaires, d'onguents pour la peau ou de colle pour les pointes d'outils. Les abats étaient consommés de préférence, parfois avant même les muscles classiques, parce qu'ils apportaient une énergie encore plus concentrée, ainsi que des vitamines, minéraux, oligo-éléments difficiles à trouver ailleurs. L'approvisionnement constant en protéines animales signifie aussi que leur santé dépendait entièrement de leur réussite à la chasse. En cas de pénurie, c'est toute la sécurité alimentaire du groupe qui était menacée. Et comme il y avait peu de réserves, chaque échec pouvait devenir très problématique, surtout pendant les périodes de grand froid où même les animaux migrateurs se faisaient rares. Les Néandertaliens ont donc développé une polyvalence incroyable dans leur diète. Quand il n'y avait pas de grand gibier, ils cherchaient ce qu'ils trouvaient, petits animaux, oiseaux, œufs ou même insectes et larves. Les preuves de ce régime élargi sont rares, mais certains restes d'outils, de déchets alimentaires ou d'analyse de sels fossilisés laissent penser que rien n'était négligé, surtout lors des hivers les plus terribles. Un autre aspect moins attendu, c'est la capacité à optimiser les apports et à s'accommoder des périodes de jeûne. Le métabolisme des Néandertaliens supportait les fluctuations, les gros repas suivis par des jours de disette. Leur organisme savait stocker de l'énergie pour tenir entre deux prises. Cette flexibilité métabolique leur permettait d'utiliser rapidement les stocks de graisse et de se remettre aussitôt à la recherche d'aliments dès que possible. On estime aujourd'hui qu'un adulte pouvait passer plusieurs jours sans nourriture solide si besoin en puisant dans ses propres réserves, mais qu'il devait impérativement combler le déficit à la prochaine occasion. Les aliments végétaux étaient très secondaires, mais loin d'être absents. Selon la saison et la région, col de montagne ou fond de vallées un peu plus nourricières, les Néandertaliens incluaient volontiers des baies sauvages, certaines racines, des tubercules, probablement de la sève, de la résine d'arbre aussi, utilisée pour ses propriétés antiseptiques ou nutritives. Ce n'est que depuis très récemment qu'on a pu identifier dans le tartre dentaire l'existence de traces de noix, de graines, voire de légumineuses sauvages. Ces petites quantités ne changeaient pas la donne nutritionnelle, mais elles montraient que le groupe savait profiter des opportunités offertes par l'environnement, tout en restant dépendant à 99% au moins du monde animal. Dans le contexte glaciaire, la consommation de viande crue ou peu cuite pouvait présenter des dangers, mais le froid limitait la prolifération des bactéries. De plus, la maîtrise du feu, très ancienne chez l'homme, limitait ces risques et permettait d'élargir la gamme des aliments consommables. Certains tubercules ou graines étaient toxiques crus, mais devenaient comestibles une fois grillés ou bouillis. Les Néandertaliens ne disposaient pas de pots ou de récipients en céramique comme les peuples plus récents, mais ils utilisaient des pierres chauffées, des outres de cuir, de grands coquillages, parfois même des os creux, pour effectuer quelques préparations culinaires simples, comme chauffer une soupe primitive avec des morceaux de viande, des racines broyées et de la graisse. On retrouve aussi dans les sites néandertaliens de nombreux outils spécialement adaptés à la découpe, à la transformation de la viande. Les éclats de silex étaient taillés pour maximiser le tranchant. Les retouches très fines sur ces outils servent exclusivement à dépecer, enlever la graisse, casser les œufs, préparer les morceaux en fonction des besoins du jour ou du lendemain. On remarque ainsi une véritable culture de la transformation alimentaire, une spécialisation dans les gestes techniques liés à la préparation des repas. Rien n'était laissé au hasard. Sur les os d'animaux, on identifie des rainures nettes, des marques de percussion pour la moelle, des traces de découpe indiquant que chaque partie du gibier était soigneusement exploitée. Il existe aussi des débats sur la possibilité que les Néandertaliens aient conservé certains aliments en les enfouissant sous la neige ou en utilisant le givre naturel pour réaliser une conservation partielle. Comme la viande froide ou gelée se garde bien plus longtemps, il est tout à fait plausible que ce mode de stockage rudimentaire ait existé quand les abris étaient fixés pour quelques jours ou semaines. Cela démontre encore que les Néandertaliens étaient particulièrement attentifs à la gestion des ressources, à la prévoyance alimentaire. Quand la chasse était fructueuse, la priorité était de consommer au maximum, puis de préserver ce qui pouvait l'être pour les coups durs. L'autre effet crucial du régime carné et énergétique, c'est sa relation avec la vie sociale. Plus la chasse est exigeante, plus il faut mobiliser le groupe autour de cette activité. On observe que chaque membre, même les plus jeunes ou les plus vieux, participait à la chaîne. Ramassage, découpe, cuisson ou encore surveillance du feu et répartition des portions. Les restes d'os sont souvent regroupés autour des foyers d'habitation, montrant qu'il existait non seulement une structure de repas partagés, mais aussi une organisation autour de la gestion collective de la nourriture. Cette solidarité alimentaire permettait à chacun de bénéficier de l'apport calorique vital, quel que soit le succès individuel.
l'entraide dans la gestion du repas renforçait la cohésion du groupe, réduisait la concurrence interne et augmentait encore les chances de survie. Sur le plan physiologique, il est certain que le corps des Néandertaliens était optimisé pour ce mode de vie. Les analyses ADN, les isotopes prélevés sur les ossements, les calculs énergétiques faits à partir des rapports taille-poids des individus, tout concorde à dire qu'ils consommaient naturellement, sans effort apparent, autour de 5000 calories chaque jour, parfois plus lors d'efforts extrêmes. Il faut se rappeler que chaque mouvement dans la neige, chaque course, chaque manipulation de charge augmente la dépense calorique de manière exponentielle. Les muscles brûlent du sucre, de la graisse, produisent de la chaleur précieuse, mais il faut les nourrir en retour rapidement, sous peine de blessures ou d'épuisement. Ce rythme alimentaire n'a rien à voir avec ce que nous connaissons aujourd'hui. Pas de petit déjeuner, de dîner régulier. Les repas étaient dictés par la chasse et la disponibilité de ressources, parfois une succession de petites prises, parfois un grand festin après la capture d'un mammouth. Tout était flexible, sans routine précise, mais toujours en accord avec la priorité donnée à la survie immédiate. Le feu, la découpe, la distribution, la consommation collective autour d'un abri constituaient le cœur de cette organisation alimentaire. En s'intéressant à la relation entre alimentation et santé, on voit aussi que le manque de vitamine C, de fibres ou certains micronutriments végétaux devait poser problème lors des hivers très longs. Il existe des traces de carence, de maladies osseuses très occasionnelles dans les squelettes retrouvés. Cela rappelle que même avec une adaptation optimale, certaines limites biologiques ne pouvaient être dépassées sans une diversification de l'alimentation. Mais dans la majorité des cas, et à l'échelle de dizaines de milliers d'années, la stratégie de maximiser la viande et la graisse animale a permis de survivre à l'essentiel des aléas climatiques et aux pires famines. Pendant tout ce temps, la quête de nourriture restait la préoccupation centrale, bien avant la création d'objets d'art, de rituels funéraires élaborés ou de toute activité accessoire. Chasser assez, manger suffisamment, préserver chaque calorie, organiser la vie du groupe autour de ce besoin, voilà le quotidien néandertalien pendant les pires hivers du Quaternaire. L'étude de leur alimentation nous fait comprendre l'incroyable énergie nécessaire pour simplement avancer, construire un abri, réchauffer le campement ou protéger ses proches dans une nature impitoyable. Le métabolisme, véritable moteur biologique du groupe, repose sur une gestion fine des apports caloriques, une capacité hors du commun à encaisser les variations, à digérer ce que la terre et le froid peuvent offrir et finalement à faire face, jour après jour, à l'invisible défi du grand hiver. Toute cette gestion des ressources alimentaires, cette surveillance permanente du moindre morceau de viande, n'aurait jamais existé sans une maîtrise très particulière de la chasse. Les Néandertaliens, pour soutenir leur métabolisme, étaient obligés de s'attaquer aux plus gros animaux de leur environnement, ce qui n'était pas du tout un choix simple. Attraper un mammouth, un bison ou un rhinocéros laineux à cette époque n'avait rien à voir avec une promenade ou une partie de chasse comme on peut l'imaginer aujourd'hui. Il faut imaginer une équipe soudée, préparée à des risques très réels. La chasse néandertalienne, c'était à la fois de la stratégie, de la force et une excellente connaissance du territoire. Les animaux qui peuplaient l'Eurasie glaciaire étaient titanesques. Un mammouth adulte pouvait mesurer jusqu'à 4 mètres de haut au garrot, peser entre 6 et 8 tonnes selon les espèces, et même un jeune restait une cible impressionnante. Il en allait de même pour les rhinocéros laineux, qui eux aussi dépassaient la tonne facilement. Les bisons étaient rapides, dotés de cornes puissantes, en plus d'être organisés en troupeaux toujours sur le qui-vive. Le cheval sauvage, lui, pouvait filer à grande vitesse sur de grandes distances et réagissait au moindre mouvement suspect. Face à ces géants, les Néandertaliens devaient vraiment innover s'ils voulaient mettre de la viande sur la table, ou plutôt devant le feu. Ce n'était pas un affrontement direct, en force pure. Les archéologues ont retrouvé toute une série d'outils et de preuves qui montrent l'existence d'une technologie adaptée et de techniques très réfléchies. Parmi les armes utilisées, la lance en bois occupe une place centrale. Les Néandertaliens étaient capables de fabriquer des lances simples, dont l'extrémité était durcie au feu. En tenant la pointe dans les flammes, le bois devenait plus résistant, acéré, capable de pénétrer la peau épaisse d'un mammouth ou d'un bison. Dans beaucoup de sites, on retrouve aussi des pointes de silex taillées avec soin, destinées à être emmanchées sur les lances ou manipulées comme couteaux.
l'utilisation du silex n'était pas anodine. Il s'agit d'une pierre qui, une fois débitée selon une technique spécifique, donne un tranchant extrêmement efficace, presque comme une lame de rasoir. Pour affronter leur proie, les Néandertaliens mettaient en place des embuscades collectives. Les historiens et les spécialistes des vestiges font souvent le parallèle entre la disposition des restes d'animaux retrouvés et la configuration naturelle du terrain. Souvent, ces restes sont retrouvés dans des fosses naturelles, des ravins, près de zones où la fuite était difficile. Les groupes néandertaliens prenaient soin d'observer, de comprendre les habitudes migratoires, les points de passage, pour pousser les animaux vers des endroits où ils perdaient leur avantage, où la course devenait impossible. Les pièges naturels, comme les marais, les falaises, les zones rocheuses, servaient de tremplin à l'attaque. On imagine, d'après plusieurs objets découverts, que la coordination du groupe était essentielle au bon déroulé de l'opération. Dès qu'un animal ou un troupeau était repéré dans la vallée ou sur un plateau, chacun prenait position pour barrer divers accès ou détourner le mouvement de la cible. Avec des cris, des jets de pierre, la progression du groupe se faisait sans relâcher la tension jusqu'à acculer l'animal dans la zone choisie à l'avance. Là, les chasseurs lançaient leurs lances à la main, visaient les flancs, le cou, les parties sensibles où la blessure pouvait affaiblir la bête rapidement. Pour un mammouth blessé, la panique pouvait provoquer la fuite, mais la fatigue ou la perte de sang finissait presque toujours par avoir raison de sa résistance. La précision de la chasse néandertalienne se mesure aussi au respect des cycles saisonniers. En saison froide, les grands troupeaux migraient sur de longues distances pour rechercher la moindre prairie, le moindre ruisseau dégagé de glace. Les groupes humains devaient anticiper, suivre discrètement, observer les habitudes, repérer les signes dans la neige, les pistes, les traces de passage laissées par les sabots. À la moindre alerte, l'opportunité pouvait s'envoler pour des jours, d'où l'importance de la patience, de l'observation attentive et d'une organisation sans faille. Certaines grottes témoignent d'une occupation temporaire, juste le temps de guetter le passage des animaux, avant de lever le camp pour ne pas manquer la prochaine occasion de chasse. Dans certains sites archéologiques, comme la côte de Saint-Brelade en Angleterre ou à la Chapelle-aux-Saints en Corrèze, des accumulations d'os de mammouth ou de grands herbivores laissent penser que des chasses régulières et organisées avaient lieu, parfois pendant plusieurs années de suite. Cela prouve que la technique était identifiée, transmise entre générations, et que les outils, une fois perfectionnés, n'étaient pas modifiés sans bonne raison. On sait même que des stratégies évoluaient selon le type de terrain, l'espèce d'animal, la configuration du troupeau. Le moment de l'assaut était probablement d'une extrême intensité. Il fallait agir vite, éviter les coups de corne, de sabots, le piétinement mortel d'un animal affolé. Plusieurs fosses communes de chasse montrent d'ailleurs des os humains présentant des fractures, des blessures typiques de chute ou d'accidents violents. La chasse n'était jamais sans risque, et chaque membre du groupe pouvait en sortir blessé, parfois grièvement. Pourtant, il ne semble pas que la prise de risque ait diminué au fil du temps. La nécessité de manger l'emportait sur la peur. L'après-chasse, une fois l'animal abattu ou mort d'épuisement, entamait une nouvelle phase d'organisation. Il fallait dépouiller la bête, découper les quartiers de viande, extraire la graisse, la moelle, tout cela dans un laps de temps parfois très court à cause du froid et des charognards attirés par le sang. Chaque membre de la communauté participait, des plus jeunes aux plus âgés, chacun selon ses capacités physiques. Certains transportaient les pièces de viande vers le campement, d'autres nettoyaient les œufs, préparaient les pots, mais rien n'était laissé sur place sans avoir été exploité au maximum. Les larges os longs étaient parfois ramenés puis fracturés près du feu pour en extraire le précieux contenu calorique. La maîtrise et l'usage du feu, lors de ce processus, prenaient tout leur sens. Il fallait parfois cuire ou brûler certains morceaux pour conserver plus longtemps, se prémunir contre les parasites ou préparer des outils à partir des restes. Les tendons, parfaitement nettoyés, servaient de cordage ou à l'assemblage d'armes neuves. La peau, retirée avec soin, pouvait être travaillée, grattée, séchée, puis utilisée en vêtements, couvertures, toiles de tente, isolants pour le sol. Parfois, quand c'était possible, les Néandertaliens utilisaient de véritables pièges, fabriqués de mains d'humains. Ils creusaient des fosses ou détournaient des troncs d'arbres pour bloquer une issue. On ne parle pas de pièges sophistiqués comme plus tard, mais d'une utilisation ingénieuse de ce que la nature mettait à disposition. Un trou creusé sur la trajectoire des mammouths, camouflé sous de la neige, pouvait devenir mortel pour un jeune imprudent ou permettre d'affaiblir le groupe.
Les animaux isolés devenaient la cible favorite, car prendre un adulte au cœur du troupeau, sauf cas de blessure, restait exceptionnel. On a souvent du mal à imaginer ce que voulait dire la réussite ou l'échec d'une chasse. Un seul abattage de mammouth, c'était la survie assurée pour tout un groupe pendant plusieurs jours, des centaines de kilos de viande, de graisse, de ressources pour les outils et les vêtements. En revanche, un échec, c'était autant de fatigue, de chaleur perdue, de risques inutiles, et parfois la course contre le temps pour trouver une nouvelle cible. Les traces de camps abandonnés, les déplacements rapides, les outils perdus montrent que chaque tentative impliquait toute la logistique du groupe, un vrai pari sur les jours à venir. La coopération humaine, la répartition des tâches ou la transmission de l'expérience, tout cela s'observe dans les objets retrouvés. Les lanceurs fabriquaient armes et pointes, les observateurs surveillaient les alentours, les plus robustes chargeaient la viande ou défendaient le camp contre les prédateurs concurrents. Les femmes comme les hommes pouvaient participer selon les périodes, l'organisation n'étant pas figée comme dans certains récits longtemps véhiculés. La récupération des os permettait aussi de fabriquer d'autres outils. Les grands os de mammouth servaient à réaliser de lourds maillets ou des manches pour de nouveaux outils de chasse. Les éclats fins, tirés parfois d'os ou de cornes, entrèrent dans la composition d'aiguilles primitives, indispensables pour coudre peau et fourrure et garantir un meilleur confort face au froid. La connaissance du terrain était fondamentale dans le succès de la chasse. Les Néandertaliens savaient lire dans la neige, la boue, la disposition des arbres, les traces effacées par le vent ou la pluie. Il fallait anticiper la météo, éviter d'être surpris par une tempête au cours de la poursuite, repérer les dénivelés favorables, les abris naturels d'où observer sans être vu. On note aussi une forme de respect du cycle naturel. La surexploitation d'un territoire entraînait une migration, le temps de permettre la reconstitution des troupeaux ou d'observer d'autres routes. En parallèle de la chasse au gros gibier, la chasse aux proies plus petites existait aussi, mais c'était beaucoup moins rentable d'un point de vue énergétique. Prendre un lièvre, un oiseau ou deux n'apportait pas assez de viande pour le groupe. D'ailleurs, la composition des outils de pierre changeait selon la cible visée. De grandes pointes très robustes pour les mammouths, des lames fines ou des éclats plus maniables pour le petit gibier. Des restes de collets, d'os d'oiseaux, de plumes calcinées retrouvées dans certains sites témoignent d'une capacité à diversifier les techniques suivant l'urgence des besoins et la disponibilité des proies. L'impact de la chasse sur le mode de vie structure littéralement toute la journée du groupe. Avant de partir, il faut préparer les lances, s'assurer que le feu au camp pourra rester vivant, que la nourriture précédente a été consommée ou préservée. Sur place, la vigilance est permanente. Le risque d'être attaqué par un carnivore existe toujours. On sait que lions, hyènes et autres grands prédateurs rôdaient non loin, prêts à s'approprier la carcasse au moindre relâchement des humains. Les Néandertaliens avaient donc transformé l'acte de chasser en une opération collective dépendant de tout un éventail de connaissances, d'une réelle logique de groupe et d'une utilisation experte du territoire. On a retrouvé des sites où plusieurs générations d'outils sont entassés près des foyers, témoignant de centaines de coups portés, de dizaines de proies traitées au même endroit sur parfois plusieurs saisons. Cette accumulation signifie un vrai savoir transmis, avec des variantes d'un clan à l'autre, d'une région à l'autre, en fonction des habitudes du gibier ou du relief local. Le succès à la chasse, indispensable à la survie pendant les hivers cruels, a façonné la culture matérielle néandertalienne, son organisation sociale, le rythme de ses déplacements et même la taille de ses groupes. Quand il y avait abondance, les groupes pouvaient compter plus d'individus autour d'un même campement. Dans les années de famine ou lors des migrations difficiles, ils se réduisaient parfois à quelques familles coopérant temporairement avec d'autres clans. La pression exercée par la nécessité alimentaire a donc rendu la chasse à la fois une garantie de vie commune et un facteur déterminant pour la survie des plus fragiles. Ce qu'il faut retenir, c'est cette ingéniosité technique mariée à une adaptation permanente qui permettait aux Néandertaliens de défier les plus grands animaux de leur monde. Derrière la viande consommée au feu ou la peau transformée en manteau, il y a toujours, à la base, des stratégies de chasse précises, une préparation collective et une connaissance intime du fonctionnement naturel de l'environnement. C'est tout ce processus très concret, du repérage de la piste à la récupération de chaque ressource sur la carcasse, qui a permis aux Néandertaliens de traverser les pires hivers et d'exister pendant des dizaines de milliers d'années face aux forces les plus hostiles de la nature.
Tout ce mode de chasse collaboratif, ces stratégies pour abattre les plus grands mammifères, ne se comprennent vraiment qu'à travers l'organisation sociale qui régnait chez les Néandertaliens. Ils n'étaient pas seulement de vigoureux chasseurs, c'étaient aussi des êtres foncièrement sociaux, capables de solidarité étroite et de partage poussés dans une vie de groupe où chaque action comptait pour tout le monde. L'ambiance dans ces petits groupes familiaux, leur façon très concrète de s'entraider face à la rudesse de leur univers, c'est ce qui a permis l'existence et la survie de leur espèce, malgré des conditions extrêmes. La première chose qu'on peut souligner, c'est la petite taille des groupes humains chez les Néandertaliens. Les traces archéologiques laissent penser que le clan type réunissait rarement plus d'une douzaine à une vingtaine de personnes. En général, c'était plutôt entre 8 et 15 individus, une taille parfaite pour se déplacer rapidement, chasser efficacement, mais sans s'épuiser à soutenir trop de bouches à nourrir lorsque la chasse donnait peu. Ce modèle, groupe resserré, facilitait la prise de décisions communes, la mobilité et le partage équitable des ressources, mais surtout, il favorisait un lien très fort entre les membres dans un système où chaque personne importait énormément. On retrouve une trace directe de cette cohésion dans la composition même des campements néandertaliens. Dès qu'on fouille un abri ou une grotte de ces âges-là, il devient clair que les tâches étaient réparties. On retrouve des coins pour préparer la nourriture, d'autres pour travailler les pots, des endroits destinés au feu ou à l'évacuation des déchets. Plusieurs foyers, souvent distincts, sont organisés autour d'un même point central, ce qui montre que la vie de groupe fonctionnait sur un mode collaboratif, un peu comme une grande famille où chacun a sa place, mais où l'union reste le principal secret de la réussite collective. Le partage de la nourriture se manifestait de façon très concrète. Quand une bête était abattue, on observe, dans l'usure des dents par exemple, ou dans la distribution des fragments d'os, que chacun avait accès à une partie de la viande, mais que certains morceaux étaient réservés à ceux qui en avaient le plus besoin, les plus âgés, les jeunes, les malades. Ce souci des plus faibles, observable jusque dans le traitement des blessures ou des handicaps, représente un progrès notable dans l'histoire humaine. Des chercheurs, en étudiant les restes de squelettes, ont prouvé que des Néandertaliens gravement blessés, parfois privés d'un bras, d'une jambe ou atteints par une maladie grave, avaient vécu plusieurs années après leur accident. Cela implique que le groupe, loin de rejeter ses membres diminués, les gardait, s'en occupait, partageait la nourriture, soignait, même de façon rudimentaire, et protégeait jusqu'à la fin. Ce comportement, très éloigné de l'image caricaturale du primitif individualiste, fait des Néandertaliens de vrais pionniers de la solidarité humaine. On note que la sépulture intentionnelle, le fait d'enterrer un mort dans un espace organisé, avec ses outils, parfois même avec de la nourriture ou des offrandes, existe chez eux bien avant beaucoup d'autres groupes humains. Ces gestes, qui ne relèvent pas seulement de la superstition, mais aussi du respect et de la reconnaissance de la valeur des autres, montrent une réelle capacité d'empathie. L'attention portée à la personne, même après la mort, est une forme avancée de vie sociale. Cela renforce le sentiment d'appartenance du groupe, le souvenir des anciens, l'importance des liens familiaux ou amicaux. D'un point de vue strictement pragmatique, cette entraide avait une utilité directe. Elle optimisait les chances de survie de tous. Chaque fois qu'un individu était affaibli, blessé à la chasse, malade à cause d'un hiver trop dur ou d'une alimentation déficitaire, il recevait l'aide du collectif. La nourriture, les soins, la protection contre les prédateurs ou même contre d'autres groupes humains, tout était mis en œuvre pour permettre à chacun de rester utile, de se rétablir, d'apporter plus tard un savoir ou une force supplémentaire au clan. L'expérience accumulée, même par les plus âgés ou mal en point, devenait précieuse, que ce soit pour repérer des pistes de gibier, comprendre la météo ou transmettre des astuces de survie aux plus jeunes. L'organisation des tâches, elle aussi, témoigne de l'efficacité d'une vie communautaire bien pensée. Ce n'était pas du tout une société hiérarchique au sens de pouvoirs autoritaires. Chaque geste, chaque responsabilité était dictée par les besoins concrets et par la capacité de chacun à y répondre. L'effort allait à la chasse principale. Les plus habiles s'occupèrent des outils. Ceux qui connaissaient la faune à fond enseignaient aux enfants. Les personnes blessées ou fatiguées surveillaient le feu, préparèrent les repas ou fabriquaient les vêtements. Il existait sans doute un chef de groupe, mais son rôle tenait davantage de la coordination que d'un véritable pouvoir imposé. La capacité d'habiter en communauté, surtout l'hiver, est visible dans la structuration des abris. Les Néandertaliens choisissaient les meilleures grottes, les protégeaient à l'entrée avec des tas de roches, des pots tendus, parfois des murs en os ou en bois, selon le site. À l'intérieur, ils organisèrent l'espace pour couper le vent, profiter au mieux de la chaleur émanant du feu, permettre à tous de dormir relativement près les uns des autres, sans se gêner.
Cette promiscuité hivernale, loin d'être un handicap, favorisait la chaleur commune et le maintien d'une certaine hygiène, parfois même la création de zones séparées par des pots ou des clés pour préserver l'intimité des couples ou des familles. Au cœur de ces abris collectifs, l'activité ne s'arrêtait jamais. Le feu brûlait longuement, la réparation des outils se faisait en groupe, la cueillette autour du camp pour compléter les repas réunissait tout le monde, enfants compris. Ce brassage permanent rendait presque impossible la solitude totale, la sécurité, l'information sur les dangers, la transmission de techniques passait d'abord par la vie commune et le contact régulier entre les personnes du groupe. Les énigmes que posèrent la météo, les ruptures dans la migration du gibier ou les maladies étaient toujours discutées ensemble. On décidait collectivement de rester ou de partir ailleurs selon les besoins de l'instant. Dans de tels environnements, la dimension psychologique du soutien mutuel prend aussi tout son sens. On sait, par les études sur les sociétés traditionnelles actuelles ou anciennes, que la solidarité réduit le stress, améliore le sommeil, diminue l'impact des traumatismes ou des pertes. Chez les Néandertaliens, on repère même la mise en place de formes de rituels, utilisation de pigments sur les os, organisation des sites d'enterrement, utilisation répétée des mêmes emplacements refuges année après année. Tout cela crée de la stabilité émotionnelle et une mémoire commune qui sert d'exemple aux enfants comme aux adultes en situation de crise. Cette organisation sociale précise permettait aussi de prendre des décisions rapides. Qui partirait chasser, qui devait rester au camp, comment répartir la nourriture rare, quelle grotte serait la meilleure pour passer l'hiver. Cela n'exigeait pas une langue à la sophistication moderne, mais certainement un langage élaboré, fait de gestes précis, de cris codés et de mots transmis dans le groupe. Pour qu'une telle efficacité soit possible, il fallait se comprendre à demi-mot, anticiper les besoins de l'autre, réagir aux cris d'alerte ou de joie qui indiquaient un succès ou un danger. Les fouilles révèlent qu'à l'intérieur du groupe, les échanges matériels allaient parfois très loin. Les outils changèrent de main selon l'âge, l'expérience ou la réussite à la chasse. Les objets jugés particulièrement efficaces pouvaient être prêtés, réparés collectivement, modifiés suivant les conseils ou besoins de chacun. Il n'est pas rare de retrouver les mêmes types d'outils dans plusieurs sites proches, preuve que des groupes voisins échangeaient techniques, morceaux de silex, peut-être même membres lors d'alliances ponctuelles ou d'intégration de familles isolées. Quand on élargit l'observation sur plusieurs années ou centaines d'années, on voit que l'organisation sociale néandertalienne n'est jamais restée figée. Elle s'adapte. La taille des groupes fluctue selon la ressource. La mortalité grimpe certains hivers catastrophiques puis redescend après un été fertile. Les alliances entre clans ou familles deviennent alors indispensables pour éviter la consanguinité, partager les risques, mieux surveiller les mouvements de gibier ou se défendre contre d'autres humains. Même dans ces alliances, tout prouve que le respect des compétences, l'écoute des autres et la générosité étaient des valeurs fondamentales pour eux. En cas d'accident, de blessure grave ou de catastrophe naturelle, la solidarité du groupe pouvait faire toute la différence. Les soins, certes très rudimentaires, incluaient nettoyage des blessures, immobilisation des membres cassés avec des attelles faites d'os ou de branches, alimentation spéciale si nécessaire. On retrouve dans certains squelettes néandertaliens des signes que la personne a survécu des mois ou même des années après un accident qui, sans aide collective, aurait été fatal. Cela montre que l'empathie, la prise de responsabilité collective et la capacité à protéger les membres les plus vulnérables faisaient partie de leur vie quotidienne. La vie en communauté offrait par ailleurs la possibilité d'apprendre en observant, de se perfectionner dans une tâche spécifique et de transmettre ce savoir. Les plus âgés, riches d'expérience en matière de chasse, d'orientation ou de traitement des peaux, formaient de véritables bibliothèques vivantes pour les plus jeunes. On peut en déduire que l'apprentissage se faisait par imitation, explication directe, réprimande si nécessaire, mais toujours dans une logique de protection du collectif. Ce système favorisait l'innovation. Un geste, une arme, une façon de préparer la viande qui s'avérait efficace pouvait se répandre rapidement, de bouche à oreille ou de clan à clan. Le partage matériel se retrouve même dans la gestion du feu. Le fait de maintenir une flamme vivante le plus longtemps possible, de la protéger du vent et de la neige, demandait la coopération de tous. Chacun veillait à la stabilité du foyer, surveillait les étincelles et ajoutait du bois selon les moments, si bien que l'abri restait chaud, accueillant et protégeait le groupe contre la nuit, le froid, les bêtes et même les inimitiés humaines. Ce mode de vie collectif influençait aussi les naissances, la garde des enfants, la répartition de la tâche parentale.
On suppose que les plus âgés, souvent les femmes expérimentées, surveillaient les enfants pendant que les autres prenaient part à la chasse ou à la cueillette. Cette organisation favorisait la croissance, la survie, la transmission du savoir pratique et la stabilité émotionnelle. Le jeu, l'imitation des adultes, la participation aux tâches simples rendèrent les enfants rapidement autonomes, mais toujours intégrés à la dynamique de groupe. Au fil des saisons, la coopération devenait plus forte encore lors des moments critiques. En hiver, quand les ressources étaient rares, on partageait l'essentiel. En été, on profitait de l'abondance pour stocker, réparer, apprendre ensemble ou nouer des relations avec d'autres groupes de passage. À travers cette organisation, on retrouve l'étonnant équilibre entre indépendance et interdépendance, exigence de survie et souci du bien-être collectif. Même le sommeil avait une dimension communautaire. Souvent, les Néandertaliens dormaient tête bêche, serrés près du feu, positionnés selon des schémas où chacun pouvait réagir en cas d'alerte. On a retrouvé des restes de couchage faits de peau, d'herbes sèches, agencées pour conserver la chaleur corporelle jusque tard dans la nuit glacée. Ce qui frappe dans cette vie sociale, ce n'est pas la routine, mais la constance de la solidarité. Loin d'être des êtres solitaires, les Néandertaliens étaient attachés à l'idée d'agir ensemble pour tous. Leur capacité à s'entraider explique que l'espèce ait pu durer aussi longtemps malgré toutes les menaces qui pesaient sur elle. Grâce à cette organisation sociale, l'entraide quotidienne, le partage du feu, de la nourriture et des savoir-faire, ils ont pu traverser des crises épouvantables et conserver sur des dizaines de milliers d'années une communauté soudée, inventive et résolument humaine, même au cœur du pire hiver que la Terre ait jamais connu. La question de la solidarité reste inséparable d'un élément qui a tout changé dans la vie des Néandertaliens: la maîtrise du feu et son utilisation au quotidien. Sans le feu, même la meilleure organisation sociale et la coopération la plus poussée n'auraient pas suffi face au froid qui engloutissait l'Eurasie pendant cette longue ère glaciaire. Le feu, pour eux, n'était pas seulement un instrument utile, mais vraiment au cœur de toutes les stratégies de survie, jour après jour, nuit après nuit. C'était la barrière la plus concrète contre l'hostilité des éléments et le point central de la vie de groupe. Au point que l'on n'imagine pas un campement néandertalien sans ce foyer entretenu avec attention, entouré des membres du clan qui s'y réchauffaient, faisaient cuire leur nourriture et fabriquaient leurs outils. Dès qu'on observe les traces archéologiques laissées par les Néandertaliens, des foyers apparaissent presque systématiquement dans les niveaux d'occupation. On repère des zones noircies par la combustion, des restes de charbon, des os calcinés, parfois des pierres éclatées par la chaleur. Ces indices ne trompent pas. L'allumage et surtout l'entretien du feu faisaient l'objet d'une attention constante. Il faut comprendre que sans source artificielle de chaleur, aucune vie humaine durable n'était envisageable dans ces régions où la nuit pouvait durer de très longues heures en hiver et où, même à l'intérieur d'une grotte, la température stagnait parfois à peine au-dessus du point de congélation. Les Néandertaliens savaient utiliser le feu pour des besoins très variés. Bien sûr, la fonction la plus évidente était celle du chauffage. Autour du foyer, on pouvait s'assembler à plusieurs, dormir plus sereinement, faire sécher les vêtements et tenir à l'écart la morsure du gel. Quand le vent soufflait dehors, quand les tempêtes de neige s'abattaient sur les versants, la simple présence d'un feu changeait tout dans l'ambiance du campement. On imagine aussi qu'après les longues journées de chasse ou de cueillette, retrouver la lumière et la chaleur stable d'un foyer avait un impact fondamental, ne serait-ce que pour garder le moral et la force. Mais le feu avait bien d'autres usages. Il était, avant toute chose, un allié indispensable pour la préparation de la nourriture. Manger de la viande crue, faute de mieux, restait possible, mais la cuisson présentait des avantages décisifs. Elle rendait la viande plus tendre, plus digeste, permettait de tirer le maximum de calories et réduisait les risques de maladies liées aux parasites ou aux bactéries. Ce n'est pas un détail. Dans un monde où aucune médecine élaborée n'existait, éviter une intoxication alimentaire ou une infection pouvait représenter la différence entre la vie et la mort, surtout lors des hivers interminables. Quand la chasse était bonne et que de gros animaux abattus rapportaient plusieurs kilos de viande, savoir faire cuire et même conserver grâce à la cuisson était un atout énorme. On retrouve d'ailleurs dans les foyers néandertaliens non seulement des os d'animaux abîmés par la chaleur, mais aussi parfois des restes végétaux modifiés par la cuisson, preuve qu'ils utilisaient le feu pour des plantes comestibles ou pour ramollir des racines, des baies ou même des graines. Le feu servait aussi à traiter la peau des animaux. Après la découpe et le dépeçage, les peaux fraîchement retirées étaient trempées, raclées, puis séchées ou passées à la chaleur douce pour les assouplir. Cette opération, appelée le fumage, rendait la fourrure plus résistante à l'eau, plus souple et donc plus agréable à porter.
Les Néandertaliens savaient certainement que le feu permettait de transformer la matière brute et qu'un vêtement ainsi traité isolait beaucoup mieux du froid que de simples peaux fraîches. Les outils aussi bénéficiaient de l'apport du feu. Certains morceaux de bois étaient durcis à la flamme pour faire office de lance, de gourdin ou de manche d'outils. Le feu permettait de donner des formes spécifiques, de renforcer ou de redresser quand le bois se courbait sous l'humidité. L'entretien d'un foyer permanent n'était pas une mince affaire. Il fallait surveiller en permanence qu'il ne s'éteigne pas, garder des braises sous la cendre, ajouter du combustible au bon moment, ramasser du bois sec et anticiper les besoins avant que la réserve ne soit épuisée. Il est probable que les groupes néandertaliens faisaient en sorte que, même lors des déplacements, un membre responsable transportait des tisons ou des charbons emballés dans de la mousse, du cuir ou des écorces humides pour rallumer plus rapidement ailleurs. Les chercheurs pensent que la technique de produire une flamme à partir de rien, comme avec le silex et la pyrite, était connue mais restait longue et difficile. C'est pourquoi la priorité était toujours donnée au maintien du feu, avec une grande vigilance collective. Quand un foyer s'éteignait subitement, c'était considéré comme un vrai danger. Il fallait vite repartir à la recherche d'autres groupes ou de braises encore actives, parfois échanger un morceau de viande contre quelques charbons à un clan voisin croisé sur la route. Cette gestion quotidienne du feu exigeait une véritable discipline dans le groupe. Il fallait ramasser du bois assez loin du camp, parfois protéger la récolte de la pluie ou de la neige, puis répartir la tâche entre tous. Les membres plus jeunes ou ceux qui ne pouvaient participer aux chasses pouvaient tout à fait être sollicités pour surveiller le foyer, alimenter les braises ou veiller à son extinction volontaire en cas de danger. Les adultes, occupés à d'autres activités, savaient qu'il suffirait d'une négligence pour perdre cette précieuse ressource. La lumière apportée par le feu changeait aussi radicalement la vie. Dans les grottes, au plafond bas ou dans les abris construits, la pénombre était permanente, surtout en hiver où le jour dure peu de temps. Le foyer offrait donc un point lumineux, très rassurant, un centre autour duquel on pouvait s'assembler pour se raconter des histoires, veiller sur les enfants, fabriquer des outils ou simplement se reposer après les efforts de la journée. Pour se déplacer la nuit, il était sans doute courant d'utiliser des morceaux de bois résineux ou des torches improvisées, enflammées à partir du brasier principal, afin de rapporter du bois, surveiller le gibier qui traînait autour ou simplement vérifier le périmètre du campement. Le feu offrait aussi une défense efficace contre les prédateurs. Les loups, lions, ours des cavernes et autres carnivores de l'époque craignaient la lueur et la chaleur. Pendant que tout le groupe dormait, 2 ou 3 veilleurs pouvaient rester éveillés près du brasier, surveillant les bruits à l'extérieur, prêts à rallumer les flammes pour dissuader un animal trop curieux ou agressif. Certains indices découverts lors de fouilles, comme des os de carnivores retrouvés à l'entrée de grottes néandertaliennes, laissent supposer qu'un affrontement régulier avait lieu et que la présence quotidienne d'un feu faisait partie des stratégies pour éviter les attaques surprises. Le feu permettait aussi de stériliser partiellement certains objets, d'assainir l'air en brûlant des végétaux odorants ou des écorces, voire de soigner les petites plaies en chauffant des pierres et en les appliquant sur la peau. Ce genre d'observation vient de la comparaison avec des peuples encore vivants qui utilisent aujourd'hui le même type de technique dans des conditions naturelles très exigeantes. Même si on ne dispose pas de preuves formelles d'un usage médical complexe chez les Néandertaliens concernant le feu, il est logique de supposer qu'ils avaient compris l'intérêt sanitaire d'une atmosphère plus propre, moins froide et moins humide grâce à la chaleur constante du foyer. Cette compétence à exploiter le feu s'accompagnait d'un véritable savoir collectif transmis de génération en génération. Les enfants, dès le plus jeune âge, participaient à l'entretien du foyer, apprenaient à ne pas s'approcher trop près, à distinguer le bois sec du bois trop vert qui fume et salit la grotte. On pense qu'il existait des gestes, des mots, peut-être même des chants ou des rituels pour marquer l'allumage du feu, pour fêter son maintien après une tempête ou pour prévenir les dangers liés aux flammes. Sans écriture ni outils complexes, la gestion du feu était sûrement l'une des connaissances pratiques les mieux transmises et les plus valorisées au sein du groupe. L'utilisation du feu donnait aussi accès à la transformation d'autres matériaux de manière innovante. Par exemple, dans quelques sites, on a retrouvé des résidus de bouleau calciné qui rappellent la fabrication de birch pitch, une sorte de colle primitive obtenue en chauffant du goudron naturel. Cette colle servait à fixer des pointes de pierre sur les lances ou les javelots, à assembler des manches sur les outils ou à réparer différents objets du quotidien. Cette capacité à cuisiner les matériaux est le signe d'une compréhension fine du potentiel transformateur du feu, au-delà de l'usage strictement alimentaire ou sécuritaire. Dans leur vie de tous les jours, le feu permettait aussi d'améliorer l'habitat.
Les Néandertaliens, en hiver, conservaient la chaleur du foyer par l'accumulation de pierres chaudes autour du feu ou sous les couches de couchage faites de peau et d'herbe. Ces pierres, une fois bien chauffées, diffusaient encore de la chaleur pendant plusieurs heures, prolongeant le confort du groupe après extinction partielle des flammes principales. On retrouve dans certains abris des traces de cette technique, des accumulations de pierres rougies, parfois rassemblées à l'écart du foyer, qui ont servi de chauffage d'appoint ou de support pour les contenants alimentaires. Pour l'alimentation, le processus de cuisson avait d'autres effets utiles. Il pouvait servir à détruire certaines toxines dans les tubercules, à ramollir les fibres des plantes ou à assainir l'eau prélevée dans les mares ou les rivières. Il existe des indices de pierres chauffées ayant servi à porter de l'eau à ébullition, par immersion dans des contenants rudimentaires en peau ou en écorce. En ce qui concerne les déchets et l'hygiène, brûler les restes d'os inutilisables ou les débris d'aliments permettait d'éviter leur accumulation près du camp, limitant ainsi les odeurs, la venue des charognards ou la prolifération de germes. Cette manière de nettoyer le campement par le feu est observée sur de nombreux sites, avec des amas de cendres ou de déchets brûlés repoussés à l'extérieur de la zone d'habitation. L'impact émotionnel du feu reste aussi fondamental. Pouvoir s'asseoir, échanger, préparer à manger, se reposer ou même organiser des rituels, tout cela autour de la chaleur et de la lumière, forgeait un sentiment de sécurité incomparable, un instant de répit face à la brutalité du monde extérieur. C'est avec ces moments communs, autour du feu, que la culture du groupe pouvait se transmettre, que les histoires de chasse ou les traditions se perpétuaient entre générations. La mobilité imposée par le mode de vie chasseur-cueilleur ne changeait pas l'importance du feu. Chaque fois qu'il fallait quitter un abri, on s'assurait de transporter des braises ou de pouvoir rallumer un foyer dès l'arrivée dans un nouvel endroit. Cette rapidité dans la gestion du feu garantissait en permanence la continuité de la vie domestique, même au beau milieu de l'hiver le plus rigoureux. La maîtrise prolongée du feu par les Néandertaliens marque l'un des grands tournants de l'évolution humaine. Elle conditionnait tout: régime alimentaire, répartition sociale des tâches, sécurité, transmission du savoir et stabilité psychologique du groupe. Le feu, cette flamme entretenue, soir après soir, n'était jamais tenu pour acquis. Perdre le foyer, c'était risquer de perdre la vie, même si tout le reste semblait sous contrôle. Un geste aussi simple que celui d'ajouter du bois ou de surveiller la braise pouvait donc prendre une importance vitale, et ce sentiment collectif d'urgence, de discipline et de savoir-faire a forgé une autre facette, loin d'être négligeable, du génie néandertalien face au pire hiver. Ce quotidien rythmé par l'activité du foyer, la gestion du combustible, la distribution de la chaleur et le plaisir partagé de la lumière apportent une idée très concrète de la vie des Néandertaliens. Autour du feu, on travaillait, on mangeait, on dormait, on soignait, on transmettait enfin l'essentiel d'une culture technique, pratique et profondément humaine, façonnée par le besoin irrépressible de faire face ensemble à la nuit, au froid, à la solitude et à la précarité du grand nord glaciaire. Ce foyer central, allumé par les Néandertaliens, cette chaleur entretenue avec tant de soin, aurait été totalement inutile si tout s'était dissipé dans un abri mal conçu ou à travers des vêtements insuffisants contre la violence du froid polaire. Là où on mesure le génie pratique de ces groupes, c'est justement dans cette capacité à s'inventer chaque jour de nouveaux moyens pour résister à la chute des températures, pour transformer le résultat de la chasse en protection active et pour s'adapter aux conditions extrêmes, non seulement en restant vivants, mais en restant actifs et capables d'organiser toute leur vie autour de l'abri et du vêtement. Le premier réflexe, c'était de s'appuyer sur ce que l'environnement offrait de plus solide: les grottes et abris sous roches. Les sites archéologiques ont livré d'innombrables preuves de l'occupation de ces cavités naturelles, souvent orientées plein sud ou sud-est, pour maximiser les heures de lumière et limiter l'exposition directe aux vents glacés venus du nord. Ces grottes servirent de refuge principal, surtout en hiver ou pendant la nuit, et tout était pensé pour optimiser la gestion de la chaleur. Le foyer n'était jamais placé par hasard, mais toujours à un endroit stratégique, pour chauffer efficacement sans enfumer tout l'espace. Au fil des ans, le sol était recouvert de couches de cendres, de morceaux de peau, d'herbes sèches, de mousse, qui créaient une isolation naturelle pour éviter que le froid ne remonte sous les corps pendant le sommeil. Mais une grotte, aussi bien orientée qu'elle soit, ne suffit pas toujours. Les Néandertaliens ont vite appris à compléter la protection naturelle en construisant des abris de fortune avec les matériaux à portée de main. Là encore, la chasse leur fournissait la ressource principale. Lorsqu'ils abattaient un mammouth ou un gros herbivore, ils utilisaient non seulement la viande et la graisse, mais aussi les os, en particulier les os longs et les côtes, pour ériger des structures solidement charpentées.
Un squelette de mammouth pouvait servir à réaliser une sorte d'armature, recouverte ensuite de peaux épaisses et tressées ensemble, cousues à l'aide de tendons ou de ligaments, parfois avec des aiguilles improvisées en os pointus. C'est tout un art de concevoir cet habitat. Il fallait choisir les bons matériaux, répartir la tension, tendre les peaux au maximum pour limiter les courants d'air, fixer le tout au sol à l'aide de pierres, de mottes de terre, parfois même de petites structures de bois. L'abri mobile évoque également la capacité d'accompagner les troupeaux de gibier sur de longues distances. Parfois, à défaut de grottes pendant une migration, on improvisait une hutte de branches entrelacées, ouverte seulement d'un côté pour se protéger du vent dominant, avec toujours au centre un petit foyer entouré de pierres. Des traces d'occupation saisonnière dans certains sites traduisent cette grande flexibilité dans la manière d'habiter. On s'installait le temps d'une chasse, parfois pour quelques semaines, puis on démontait ou brûlait ce qui pouvait l'être afin de repartir plus loin, là où le gibier emmenait le clan. Le sol des abris n'était jamais laissé nu. Lorsqu'on fouille les anciens campements, on retrouve des assemblages de peaux épaisses, superposées, de la paille ou des herbes sèches, formant des sortes de matelas improvisés. Ces couches étaient vitales pour l'isolation thermique, car même au contact du feu, une température au ras du sol peut vite devenir glaciale la nuit sous ces latitudes. Parfois, pour améliorer encore l'efficacité de l'abri, on rehaussait les sols avec des pierres plates ou on construisait de petites banquettes sur lesquelles on installait les couchages, juste au-dessus du sol gelé. Les Néandertaliens ont aussi innové dans l'art de confectionner leur propre garde-robe. L'idée répandue selon laquelle ils se contentaient de jeter une peau sur les épaules est dépassée. L'analyse des restes retrouvés, notamment les marques de perforation sur des os pointus, suggère un vrai système de couture. Ils découpaient les peaux pour créer des tuniques, des capes, des pantalons rudimentaires et, probablement, des chaussons ou des bottines, tout spécialement adaptés pour protéger les membres les plus exposés au gel. Les tendons séchés, utilisés comme fils, permettaient d'assembler solidement les différentes pièces et d'éviter que la chaleur du corps ne s'échappe au niveau des coutures. Ces vêtements, souvent constitués de doubles épaisseurs de peau, fourrure tournée vers l'intérieur par grand froid, jouaient le rôle d'une véritable seconde peau, maintenant la chaleur sur toute la surface du corps. On imagine facilement des enfants serrés sous de larges manteaux collectifs lors des nuits les plus froides, ou encore des membres du groupe en train de raccommoder, de resserrer, d'améliorer sans cesse chaque pièce de vêtement directement autour du feu. Parfois, ces habits étaient enroulés avec des liens supplémentaires autour du ventre, des avant-bras, des mollets pour renforcer les parties vulnérables et éviter les engelures. L'utilisation de capuches, de bonnets rudimentaires, de gants faits dans les pattes ou les coussinets d'animaux reste très plausible, même si les preuves directes sont difficiles à conserver sur plusieurs dizaines de milliers d'années. Par contre, tout ce que l'on apprend de l'archéologie expérimentale indique qu'un manteau fait dans une peau de renne ou de bison, cousu serré, protège du froid pendant de longues heures, même à des températures largement sous zéro. La fabrication, l'entretien et parfois le recyclage de ces vêtements demandaient une attention constante. On exploitait tout de la bête, la peau, la fourrure, les tendons, les ligaments, la graisse enfin utilisée pour imperméabiliser les coutures et accroître l'étanchéité. Un manteau enduit de graisse animale résiste mieux à l'eau et au vent, garde la chaleur et évite que la neige qui fond ne trempe le tissu et augmente le risque de refroidissement. Cela montre une grande intelligence des matériaux et une adaptation très dynamique. Rien n'était laissé au hasard et chaque détail pouvait sauver une vie lors d'un hiver particulièrement rigoureux. L'habitat néandertalien n'était donc pas figé, c'était une mosaïque de techniques et de matériaux, une adaptation constante au fil des saisons. On observe que dans certains cas, les entrées de grottes étaient obturées par des murets de pierres superposées, parfois bloqués à la base avec de l'argile ou de la terre battue, pour réduire la surface de passage à l'air froid. De petites ouvertures étaient gardées pour ventiler la fumée du foyer, mais tout était pensé pour garder un cœur chaud au centre de l'habitation. Certains indices laissent aussi penser que par moments, les Néandertaliens aménageaient des sortes de paravents, fabriqués à partir de branches entrelacées et recouvertes de peau, afin de séparer l'espace sommeil du coin cuisine ou du coin stockage dans les abris vastes. Une telle organisation optimise la chaleur dans la zone nuit, crée des recoins où la chaleur rayonne mieux et permet éventuellement au groupe de dormir chacun à proximité du foyer, tout en conservant un minimum d'intimité.
En déplacement, les Néandertaliens savaient organiser un bivouac minimal, accumulant les peaux au sol, posant quelques branchages comme support de vêtements séchés ou d'ustensiles fabriqués à la hâte. L'essentiel était de garder la zone la plus sèche et la plus abritée possible, de maximiser la récupération de chaleur corporelle après une journée passée dans le froid intense, parfois sous la pluie ou la neige. L'importance de la lumière naturelle n'était pas négligée. Pendant les rares journées d'ensoleillement, on gardait la zone d'entrée de l'abri dégagée pour profiter au maximum du soleil et faire sécher les vêtements, les peaux ou les outils. On utilisait même parfois de grandes pierres plates, chauffées au soleil puis déplacées à l'intérieur de l'abri pour relâcher leur chaleur lentement lorsque la nuit tombait. Pour les plus petits abris ou les campements d'urgence, la simplicité primait. Une sorte de tente en arceaux de bois, recouverte entièrement de peau, calée sur le sol avec des pierres, et un petit foyer à l'intérieur suffisait à passer quelques nuits. Parfois, on couvre même l'abri d'un lit de neige tassé, qui forme une couche isolante contre le vent, un principe encore utilisé dans de nombreuses cultures modernes. La diversité des techniques n'empêchait pas de faire preuve de soin et même d'une certaine coquetterie. Certains restes de peau présentent des marques évidentes de grattage artistique, de découpe décorative ou de teinture naturelle par frottement de racines, baies ou charbon. Cela montre que l'habit ou le tapis de sol n'était pas seulement utilitaire, mais aussi intégré à la culture esthétique de chaque groupe, source probable de reconnaissance ou de prestige dans la communauté. En ce qui concerne l'étanchéité et la résistance à l'usure, les Néandertaliens réparaient sans cesse. Un accroc, un début de déchirure dans une tunique, pouvait être réparé à l'aide de pièces rapportées. Ils coupaient un empiècement dans une peau plus fine, le cousaient puis le graissaient pour renforcer le point faible. Des liens en tendons, en fibres végétales, assuraient la solidité du montage. Rien n'était jeté sans avoir été utilisé jusqu'au bout de ses possibilités. L'organisation de l'espace collectif était un autre point fort. Dans les abris permanents ou semi-permanents, chaque famille s'organisait autour d'un foyer secondaire, un cercle de pierre séparé du feu principal qui permettait de réchauffer l'espace autour, de faire mijoter un potage ou sécher les vêtements sans gêner le reste du groupe. L'odeur de fumée, loin d'être un problème, imprégnait les tissus et repoussait les insectes et certains petits rongeurs, en plus d'être un marqueur de chez-soi pour chaque groupe. La question de la gestion des déchets et de l'hygiène n'était pas absente. On repoussait les os, les restes alimentaires, les excréments à l'extérieur, parfois dans une zone bien précise à l'entrée des grottes ou derrière le camp. Cela évitait la contamination, les odeurs trop fortes et les risques pour la santé, tout en réduisant l'attractivité du site pour les prédateurs. Grâce à ces solutions d'habitat et d'habillement, les Néandertaliens passaient l'hiver à l'abri des tempêtes les plus redoutables, réussissaient à se reposer, à préparer la chasse du lendemain et à entretenir la dynamique de coopération sociale. Cela permettait aussi de s'adapter aux différents climats de leur vaste territoire, des montagnes méditerranéennes jusqu'aux plaines gelées de l'Europe du Nord, sans jamais cesser d'améliorer, de bricoler, de perfectionner leur système de protection. Au final, la survie au cœur du pire hiver s'est jouée là, dans cette ingéniosité artisanale à créer des abris solides, à coudre des vêtements qui captent la moindre chaleur, à utiliser chaque parcelle de l'animal non seulement pour manger, mais pour vivre, bouger et même transmettre à la génération suivante les meilleures idées issues de l'expérience directe sur le terrain. Sans ces innovations, la plus grande solidarité du monde ou la meilleure organisation sociale n'aurait pas suffi à faire tenir plusieurs milliers d'années une espèce humaine plongée dans un si grand froid. Ces inventions, à la fois simples et efficaces, restent aujourd'hui encore un témoignage concret de l'adaptabilité humaine, du sens pratique et de la créativité à l'épreuve de la glace et du vent. Les innovations dans les vêtements, les abris et toutes ces astuces de survie n'étaient pas juste des choix techniques, elles étaient la réponse directe à ce qui se passait dans la nature autour des Néandertaliens. La planète vivait alors des bouleversements climatiques comme il y en a eu assez peu dans l'histoire. On parle d'une glaciation majeure qui a complètement transformé la surface de la Terre et bouleversé l'équilibre des espèces animales et végétales. Ce contexte a littéralement changé la donne pour la fameuse mégafaune, ces grands animaux qui dominaient autrefois les paysages d'Eurasie. L'effet de ces périodes glaciaires va bien plus loin que quelques chutes de neige ou quelques hivers difficiles. C'est tout un écosystème qui a été remodelé, poussant chacune des espèces, y compris les humains, à réinventer sa manière de vivre ou, pour beaucoup, à disparaître. Remontons dans le temps, il y a plus de 70 000 ans.
le climat se refroidit très vite, les glaciers avancent, les températures chutent sur tous les continents de l'hémisphère nord. Les forêts reculent, la toundra et la steppe gagnent du terrain, faisant disparaître des plantes qui, jusque-là, servaient de base à l'alimentation de nombreux herbivores. Les cycles sont brutaux. Une hausse ou une chute brutale du thermomètre sur quelques générations suffit à vider entièrement des vallées, à transformer les plaines verdoyantes en déserts de neige et de vents glacés. Les animaux habitués à une nourriture diversifiée se retrouvent soudain avec moins de choix. Les végétaux sont rares, moins digestes, et la compétition pour se nourrir devient de plus en plus dure. Dans tout ce chaos, la mégafaune, c'est-à-dire les animaux de très grande taille, occupait un rôle décisif. On parle là des mammouths laineux, des rhinocéros laineux, des bisons géants, des rennes, des chevaux sauvages, et bien d'autres encore. À cette époque, on estime que l'Eurasie comptait peut-être 2 fois plus d'espèces de grands mammifères qu'aujourd'hui. Mais cette richesse n'a pas résisté au changement de l'environnement provoqué par la glaciation. Les archives fossiles, les couches géologiques dans les sédiments racontent la même histoire sur chaque continent. Alors que les glaciers progressaient et les hivers devenaient plus rudes et longs, presque 60% des espèces de mégafaune eurasienne allaient finir par s'éteindre. Pourquoi ces géants ont-ils payé le prix fort de cette crise? Déjà parce que leur taille, qui était autrefois leur avantage, est soudain devenue un problème. Un animal de plusieurs tonnes a besoin de quantités immenses de nourriture chaque jour, mais sous la neige, dans le froid, la végétation disponible fond comme neige au soleil. Un mammouth, par exemple, devait parcourir plusieurs dizaines de kilomètres chaque semaine pour s'alimenter suffisamment et, en cas de mauvaises saisons successives, même ces masses énormes de graisse stockées dans leur corps ne suffisaient pas à survivre. Les troupeaux entiers ont commencé à migrer plus loin, à changer leurs habitudes et, chaque fois que le froid frappait plus fort que prévu, certains groupes restaient bloqués sans nourriture et disparaissaient. La raréfaction des plantes a aussi touché tout ce qui vient après dans la chaîne alimentaire. Moins d'herbes et de branchages, c'est moins de bisons, de rennes et de chevaux. Les carnivores, les charognards, ceux qui vivaient grâce au reste ou à la chasse de ces grands herbivores, ont eux aussi subi de plein fouet la crise. Moins de proies, plus de concurrence, et donc une baisse massive de la population des prédateurs. Les lions des cavernes, les hyènes géantes, les loups, tous ont vu leur territoire se plasticiser, la nourriture devenir rare et les interactions devenir plus violentes, chacun se battant pour trouver de quoi survivre un mois de plus. Les Néandertaliens, qui étaient au sommet de cette chaîne, ou presque, n'ont pas pu échapper à la règle. Tout leur mode de vie reposait sur la grande chasse, sur la capacité à trouver et exploiter ces animaux massifs. Quand la mégafaune a commencé à décliner, leur survie a été mise en danger progressivement, pas seulement à cause de la faim, mais parce que l'effondrement des animaux favoris transformait tout leur environnement. Il s'agit d'une spirale. Moins d'herbivores, c'est moins de viande, de peau, de graisse pour les vêtements, d'os pour les outils, mais aussi moins d'animaux pour suivre, donc plus de déplacements, un territoire plus vaste à explorer et toujours plus de risques. Ces disparitions ont été causées par plusieurs facteurs en même temps. Le principal reste la chute des températures et la réduction des habitats adaptés. Mais la concurrence entre espèces a amplifié tous les problèmes. Quand la nourriture se fait rare, les animaux deviennent plus agressifs, changent d'aire de migration, franchissent des frontières qu'ils n'exploraient jamais avant, croisant la route d'autres prédateurs ou voleurs d'œufs, d'autres groupes de Néandertaliens ou, plus tard, d'Homo sapiens en expansion. Ce bouquet de compétition, non seulement pour la nourriture, mais aussi pour les abris, les territoires et les meilleurs endroits pour poser un camp, a accéléré l'extinction de nombreuses espèces. On voit très bien ces traces d'effondrement dans les archives naturelles. Les analyses de pollen fossiles montrent, par exemple, que les grands cycles glaciaires ont détruit les forêts, remplacées par soudain plus de mousse, de lichens, de broussailles froides qui ne font vivre que peu d'animaux. On retrouve aussi, dans les ossements fossilisés, quantité d'animaux jeunes ou affaiblis, morts avant l'âge adulte, signe que les hivers étaient trop longs pour permettre à une génération de se mettre en sécurité. Les généticiens, en étudiant l'ADN de certaines espèces disparues, arrivent de même à dater précisément les coupures,
dans les lignées animales, montrant qu'en quelques millénaires, la diversité génétique a chuté de façon spectaculaire, préparant le terrain à la disparition totale de plusieurs animaux. Cela a aussi eu un effet direct sur les écosystèmes. Quand un grand herbivore disparaît, l'équilibre de la flore change du tout au tout. Les grandes plaines dénudées laissées par la trempe des troupeaux sont vite envahies par d'autres plantes, parfois toxiques ou peu nutritives. Les forêts qui repoussent différemment, les marais qui s'agrandissent. Toute la structure du paysage est bouleversée. Il n'y a plus de grands couloirs naturels où le gibier migre, donc tous les prédateurs, y compris l'homme, sont obligés de s'adapter à de nouvelles routines, de nouveaux pièges, de nouvelles manières de repérer les traces qui ne ressemblent pas à celles d'avant. Tout cela explique pourquoi le métier de chasseur à l'époque néandertalienne devenait sans cesse plus complexe. Il ne suffisait plus de connaître les anciens passages ou les habitudes transmises par les générations précédentes. Il fallait sans cesse repenser la stratégie, élargir le territoire parcouru, savoir reconnaître et se souvenir des nouveaux cycles d'apparition des proies. Certains chercheurs pensent même que la mort de la mégafaune a obligé les Néandertaliens à diversifier leur alimentation, à chercher plus souvent les petits animaux, à risquer la confrontation avec d'autres humains et à investir davantage d'énergie dans des tâches qui prenaient autrefois moins de temps. On a retrouvé dans beaucoup de sites archéologiques des périodes de crise alimentaire où la composition des restes change soudainement. Moins d'os de grands herbivores, plus de traces de petits mammifères, de poissons, d'oiseaux, parfois même d'insectes et de coquillages lorsque le climat le permettait. Cela prouve que l'extinction progressive de la mégafaune entraînait une adaptation ou, à défaut, une souffrance bien réelle. Les résidus de feu, la multiplication des outils variés, la diversification des méthodes de chasse ou de collecte en témoignent. La survie n'était pas jamais définitivement acquise. L'impact écologique global a aussi abouti à la disparition définitive de très grandes zones où la vie n'avait plus sa place. Certaines régions de l'Europe centrale ou du Nord, après le passage des glaciers, sont restées vides de toute population animale pendant des milliers d'années. Cela a coupé des routes de migration essentielles, isolé des clans entiers humains et créé des zones de désert froid impossibles à franchir sans une préparation et des réserves phénoménales. On peut suivre cette transformation dans les niveaux de sédiments, dans les couches successives où se mélangent cendres, os brisés, restes végétaux carbonisés. Cette crise environnementale a obligé aussi les Néandertaliens à inventer et à perfectionner des stratégies pour tirer parti de ce qu'il leur restait. C'est l'époque où l'on voit apparaître des outils plus fins, plus spécialisés, des méthodes de découpe plus économiques de la viande, l'utilisation systématique des os, des tendons, de la graisse. Il faut comprendre que survivre dans un écosystème où chaque calorie comptait, dans un monde où un troupeau pouvait disparaître d'un hiver à l'autre, a forgé un sens de la débrouillardise inégalée. Les conséquences de cette disparition de la mégafaune ne se sont pas arrêtées là. La compétition pour des ressources devenues rares a pu exacerber certaines tensions entre groupes humains, soit pour défendre les rares abris naturels restants, soit pour revendiquer un territoire où le gibier n'était pas encore décimé. Les ressources en bois, en eau, même en silex, devenaient des enjeux tout aussi cruciaux que la chasse elle-même. Plus tard, quand l'Homo sapiens est arrivé en Eurasie, ces déséquilibres étaient déjà engagés. L'homme moderne, apportant ses propres techniques de chasse, sa capacité d'adaptation culturelle rapide, a ajouté une pression supplémentaire sur des écosystèmes déjà soignés à l'extrême. Les études paléontologiques montrent bien que la plupart des espèces résistaient déjà difficilement avant l'arrivée massive de nouveaux concurrents. La fin des grands mammifères d'Eurasie, ce n'est pas uniquement la faute du climat, c'est la résultante d'un mélange de bouleversements entre nature et action humaine. La disparition de la mégafaune a laissé un vide qui n'a jamais été vraiment comblé. Le paysage a changé, la chaîne alimentaire aussi. Cela a ouvert la voie à d'autres espèces, souvent plus petites, parfois plus opportunistes, mais jamais aussi marquantes en nombre ou en impact sur l'environnement. Pour les Néandertaliens, cela a voulu dire moins de sources de calories, moins de manteaux, moins d'os pour les outils, bref, une vie de plus en plus difficile. Même aujourd'hui, on retrouve les conséquences de cette grande extinction. Les paysages que l'on connaît, sans mammouth ou bisons géants, gardent les traces du passé dans leur flore, leur sol, le nombre d'espèces végétales et animales.
Cela nous rappelle à quel point l'environnement peut changer rapidement et combien toute une culture ou population dépend de ce fragile équilibre. Chez les Néandertaliens, cet impact écologique a en partie tracé les limites de leur monde, désigné la fin d'un modèle et obligé toute la société à inventer en permanence pour rester dans la course, jusqu'au moment où ce ne fut plus suffisant pour survivre face à un climat trop changeant et à une concurrence toujours plus rude. Dans ce contexte de bouleversement écologique, la question des différences entre les Néandertaliens et les Homo sapiens prend une importance particulière. Il ne s'agissait pas de deux groupes vivant côte à côte, affrontant exactement le même environnement, mais bien de deux humanités avec des histoires, des constructions physiques et des stratégies différentes. L'Eurasie glaciale n'était pas le même univers que l'Afrique tempérée et ensoleillée où prospéraient la plupart des Homo sapiens il y a 70 000 ans. Cette séparation géographique et écologique a été décisive pour façonner chacune des espèces à sa manière. Les Néandertaliens, bien installés sur de vastes territoires qui allaient des côtes atlantiques jusqu'aux steppes d'Asie centrale, ont évolué pendant des centaines de milliers d'années à affronter le froid, le manque de ressources végétales et la vie autour de la chasse à la mégafaune. Ils avaient déjà, bien avant l'arrivée massive d'Homo sapiens, des solutions de survie adaptées à ce contexte nordique. Des corps robustes, une large cage thoracique, un métabolisme énergivore, des vêtements faits de peau, des technologies de la pierre spécialisées pour abattre le gros gibier ou traiter des matériaux résistants. Leur morphologie et leur culture reflétaient sans équivoque une spécialisation pour résister au froid. Nez large pour réchauffer l'air, membres courts pour limiter la perte de chaleur, peau claire adaptée à la faible luminosité et masse musculaire importante pour stocker et produire un maximum d'énergie thermique. De l'autre côté, sur le continent africain, Homo sapiens grandissait sous des températures clémentes, des saisons alternées par la sécheresse et la pluie, une diversité écologique bien plus riche en plantes et en animaux de taille moyenne. Chaque jour n'impliquait pas la traque de mammouths, mais la collecte de fruits, de tubercules, la chasse de gazelles, l'observation de réseaux d'eau, la récolte de coquillages ou l'ouverture de nids d'abeilles. Cela demandait une flexibilité et un sens de l'économie d'énergie. La constitution physique des Homo sapiens était moins massive, avec une stature plus élancée, des membres relativement longs, ce qui favorisait la marche sur de longues distances et les déplacements rapides entre points d'eau ou de récolte. La question des techniques s'articule de façon distincte chez les deux espèces. Les Néandertaliens maîtrisaient à la perfection la taille du silex, selon les besoins de la chasse lourde. Pointe robuste, grattoir, éclat pour découper une peau très épaisse, outils multifonctions pour désosser, casser ou préparer. Ils montraient une grande continuité dans leur outillage, perfectionnant génération après génération la technique faite pour un monde de froid et de contraintes physiques intenses. Chez Homo sapiens, la diversité des matériaux et des environnements traversés a stimulé une créativité multiple. La pierre, l'os, le coquillage, le bois taillé, la corde végétale s'entrecroisent et la capacité à modifier ou inventer de nouveaux outils devient plus prononcée, surtout lors des migrations hors d'Afrique, quand il faut s'adapter à des territoires inconnus. Si on regarde le rapport à la nourriture, là encore de grandes différences sont apparentes. Néandertal dépendait massivement de la viande grasse de gros mammifères, du partage des ressources issues d'une chasse réussie ou du dépeçage collectif d'un animal tombé lors d'une tempête ou d'une migration difficile. Les Homo sapiens, partagés entre chasse, pêche, cueillette et collecte, développaient déjà une alimentation très variée, graines, noix, fruits, racines et parfois céréales sauvages. Ce régime différent a modelé le métabolisme. Homo sapiens n'a jamais eu besoin d'autant de calories journalières qu'un néandertalien adulte du Nord, mais sa flexibilité alimentaire a permis d'élargir les territoires colonisables plus tard, quand les frontières climatiques ont changé. Sur le plan social, des variations profondes s'observent également. Chez les néandertaliens, la petite taille des groupes aurait correspondu à des communautés solidaires, mais souvent isolées. Très investi dans la prise en charge des malades, des jeunes et des blessés, avec un accent mis sur l'entraide dans un contexte rude. Chez Homo sapiens, la grande diversité d'espaces traversés, la migration rapide et le croisement fréquent de différentes populations ont permis le développement de réseaux d'échanges matériels et d'alliances entre groupes, formant un tissu social plus large, flexible et évolutif. La communication aussi a pris des chemins différents. Les deux espèces parvenaient à partager l'information, organiser la chasse, transmettre des techniques. Mais le langage articulé complexe, la capacité à représenter, à inventer et à mémoriser des règles plus abstraites
tête semble s'être étendue plus largement au sein des groupes de sapiens, au moins à partir du moment où ils quittent l'Afrique. On le voit dans les traces laissées par l'art, les symboles, les objets de parure, les formes de rituels funéraires plus diversifiés qu'on retrouve dans les gisements africains puis eurasiens dès que Homo sapiens commence à migrer il y a autour de 50 ou 40 000 ans. Chez Néandertal, les indices d'art ou de rituels existent mais restent plus rares, ce qui n'empêche absolument pas une grande richesse culturelle ou émotionnelle, mais traduit peut-être un univers moins axé sur l'expression matérielle formalisée. Les différences morphologiques et techniques entre les deux espèces sont le reflet direct de ces environnements et de ces stratégies de vie divergents. Tandis que Néandertal optimisait tout pour la performance dans les milieux froids et stables, Homo sapiens mise sur la diversification et l'adaptation rapide, créant parfois des outils jetables, inventant des techniques en fonction du terrain, adoptant des rythmes de mobilité beaucoup plus renforcés. Cette souplesse culturelle a permis à Homo sapiens de coloniser, lors du grand refroidissement, des zones inhabitables pour ses ancêtres, puis de supplanter ou d'intégrer les derniers groupes néandertaliens dans certaines régions. Un autre point de contraste majeur concerne la transmission des savoirs et l'ouverture sur l'extérieur. Les ensembles culturels néandertaliens présentent une stabilité impressionnante sur des milliers d'années. Les modes de fabrication d'outils, la structure des campements, les gestes techniques restent presque inchangés, adaptés à leur environnement mais peu susceptibles d'être réinventés sur de courtes périodes. Chez Homo sapiens, l'apprentissage collectif et la capacité à intégrer très rapidement de nouveaux gestes, nouveaux matériaux ou nouveaux outils sont évidents. Lors des migrations en Eurasie, on observe presque à chaque génération des changements dans les styles d'armes, l'utilisation de nouveaux pigments, la création d'abris plus complexes ou même le développement d'armes mobilier. La démographie joue, elle aussi, un rôle considérable. Les petites populations néandertaliennes, rarement au-delà de 15 ou 20 individus par groupe, étaient très vulnérables face aux épidémies, aux accidents collectifs ou à la disparition soudaine de la ressource principale. Homo sapiens, surtout au moment où il gagne le Proche-Orient puis l'Europe, forme très vite de plus grands réseaux, villages temporaires, alliances saisonnières, circulation de femmes, d'objets et de techniques entre tribus. Cela augmente mécaniquement la diversité génétique, la capacité à encaisser l'apparition d'une maladie ou d'un froid exceptionnel et favorise la conservation de la mémoire collective. Dans la relation au paysage, les comportements diffèrent là encore. Les Néandertaliens perfectionnent l'exploitation très fine de leur territoire. Ils connaissent chaque grotte, chaque couloir de migration animale, chaque source potentielle de silex ou d'eau potable. Les Homo sapiens, devant conquérir de nouveaux espaces, doivent combiner exploration, observation rapide et capacité à s'adapter en un minimum de temps. C'est comme ça qu'on les retrouve à la fois dans des zones semi-désertiques, des berges de lacs, des fonds de vallées glacées ou des lisières de forêt. Enfin, la rencontre des deux espèces en Eurasie, à partir de 45 000 ans avant aujourd'hui, a accéléré ces contrastes. Homo sapiens a pu profiter de certains acquis locaux, apprendre de nouvelles pratiques, échanger des gènes et des éléments de culture matérielle. Mais la différence de stratégie sur le temps long joue, et à chaque crise, hiver extrême, raréfaction d'espèces, épidémie, c'est bien la flexibilité et la rapidité d'adaptation qui favorisent la prolifération des groupes de sapiens. Les Néandertaliens, coincés dans des territoires qui s'amenuisent, avec une base alimentaire fragile et un monde naturel en pleine mutation, ne parviennent pas à inverser la tendance. On peut aussi évoquer la question de la communication à longue distance et de la capacité à coopérer au-delà du petit groupe familial. Chez Homo sapiens, la multiplication des réseaux de troc, la circulation de pigments, de parures ou même des coquillages venant de la mer jusque loin dans l'intérieur du continent montre que la société fonctionnait à une échelle plus vaste, favorisée sans doute par le langage symbolique et des stratégies de coopération étendues. Les Néandertaliens, eux, restaient centrés sur la cellule locale. Transmission verticale, entraide forte, mais peu de liens hors du foyer élargi, ce qui rend compliqué la gestion d'un territoire décroissant ou la reconstruction après une crise sévère. Ces différences ne rendent pas Néandertal moins évolué, mais illustrent comment deux humanités, confrontées à des défis similaires ou différents, ont mis l'accent sur des stratégies distinctes. Adapté jusqu'à l'extrême à un environnement froid, riche à certains moments puis de plus en plus instable, Néandertal a vu les limites de son modèle lorsque les conditions écologiques ont franchi un seuil critique. Sapiens, au contraire, a fait un pari sur la flexibilité, la mobilité, la diversité des alliances, l'inventivité et la capacité à transmettre vite les solutions qui marchent d'un groupe à l'autre.
Au bout du compte, l'étude de cette divergence éclaire beaucoup de questions sur notre propre histoire. Pourquoi certaines sociétés résistent mieux que d'autres aux bouleversements? Comment le lien social favorise la survie et ce qui change dans les outils ou les cultures quand la nature se met à bouger plus vite que l'homme? Chez les Néandertaliens, comme chez Homo sapiens, l'humanité a prouvé qu'elle pouvait inventer, mais pas toujours assez vite pour survivre à toutes les catastrophes. Et le contraste entre les deux offre une image précise des routes évolutives possibles quand la Terre traverse un de ses pires hivers. L'étude de la divergence entre Néandertal et Homo sapiens amène forcément à se poser la question de la disparition des Néandertaliens, mais aussi de leur véritable héritage. Dans les faits, on sait aujourd'hui que même si cette humanité parfaitement adaptée au froid, endurante et inventive a fini par s'éteindre il y a environ 40 000 ans, elle ne s'est pas totalement évaporée de la mémoire du monde. Le plus frappant est sûrement ce que les recherches génétiques ont mis en évidence au cours de ces 20 dernières années. Une petite partie de l'ADN néandertalien a survécu et se retrouve encore chez une portion importante de la population actuelle. Ce vestige est lié à des épisodes de métissage entre les groupes de Néandertaliens et d'Homo sapiens qui, venus d'Afrique, se sont croisés en Eurasie entre 50 000 et 30 000 ans avant notre ère. Des analyses menées partout sur la planète montrent qu'en fonction de la région, chaque humain, hors Afrique subsaharienne, possède entre 1% et 4% d'ADN hérité de Néandertal. Cette trace n'est pas anecdotique. Après des dizaines de milliers d'années, ce sont des portions de nos chromosomes qui n'existaient pas chez Homo sapiens à l'origine, mais qui ont été conservées parce qu'elles apportaient, au moins à une époque, certains avantages dans l'environnement eurasiatique. Parmi ces avantages, on note des adaptations à la peau, à l'immunité, à la tolérance au froid et même certains caractères liés à la densité osseuse. Par exemple, des études médicales récentes établissent un lien entre certains gènes néandertaliens et une plus grande capacité à supporter les climats froids ou une résistance naturelle à certains virus ou bactéries. D'autres variantes, héritées des croisements avec Néandertal, se retrouvent aussi dans la façon dont certains individus métabolisent la graisse, le cholestérol et d'autres nutriments. Cela montre que même dans notre organisme d'aujourd'hui, il existe encore des traces concrètes de cette adaptation drastique au monde glaciaire. Ce legs génétique n'est pas que biologique. Beaucoup de scientifiques et d'archéologues insistent désormais sur la richesse des leçons humaines laissées par l'histoire de Néandertal, leur capacité à tisser des liens sociaux forts, à s'entraider, à prendre soin des blessés et des plus fragiles, a marqué un tournant dans l'histoire des sociétés humaines. Les preuves archéologiques de sépultures intentionnelles, de gestes funéraires, de soins apportés à des individus gravement accidentés sont encore source de débat, mais mettent en avant l'idée que, pour survivre dans la rudesse du climat, chaque geste solidaire comptait. Le vivre ensemble, l'anticipation des besoins de chaque membre du groupe, l'organisation collective, tout cela a formé un socle sur lequel l'humanité a pu bâtir ensuite des sociétés plus complexes. Le passage par les pires hivers a également forgé un savoir technique à nul autre pareil. Pensez à l'inventivité qu'il a fallu pour faire tenir un abri en os de mammouth, pour coudre des vêtements parfaitement isolants avec des aiguilles d'os et des tendons, ou encore pour organiser la cuisson et le partage de milliers de kilos de viande dans des conditions hostiles. Même si la plupart des inventions néandertaliennes ont été améliorées, dépassées, puis remplacées par d'autres techniques, leurs innovations sont à la base d'un savoir-faire humain fondé sur l'expérimentation, la transmission et l'apprentissage intergénérationnel. La disparition de Néandertal autour de 40 000 ans avant aujourd'hui reste un mystère partiellement élucidé. Les facteurs principaux semblent être la forte instabilité climatique de l'époque. Des phases de réchauffement alternaient brutalement avec des rechutes glacées, mais aussi la concurrence croissante avec Homo sapiens qui non seulement partageait le même territoire, mais aussi certaines méthodes de chasse, d'habitat et d'outillage. Ajoutez à cela la fragmentation des populations, la baisse de diversité génétique due à de petits groupes isolés et, probablement, des maladies venues soit des nouveaux venus, soit de la faune changeante. Petit à petit, sur des milliers d'années, Néandertal a vu son espace de vie se restreindre, la nourriture se faire plus rare, les réseaux sociaux se fragiliser et la capacité à rebondir face aux crises s'amoindrir. Le fait que nous ayons gardé un peu de cet héritage montre que la rencontre n'était pas marquée que par la violence ou la disparition pure et simple. Il y a eu des échanges, des unions, parfois des adoptions de techniques ou d'idées, et au final, une part de leur humanité s'est fondue dans la nôtre.
Cette réalité biologique est une leçon d'humilité, mais aussi un formidable témoignage sur la capacité humaine à intégrer, à apprendre de l'autre, à enrichir le génome collectif au fil de l'histoire. Les paléontologues et anthropologues continuent d'essayer de comprendre plus finement les aspects précis qui ont permis ou limité la survie à grande échelle. Les recherches sur la résistance au froid pourraient par exemple encore inspirer la médecine moderne. Des gènes néandertaliens associés à la production de chaleur, à une meilleure circulation sanguine ou à la constitution d'une couche graisseuse adaptée sont étudiés pour répondre aux défis de la vie humaine en région polaire ou haute montagne. Certaines de ces adaptations pourraient être réutilisées indirectement pour renforcer les performances ou la sécurité des humains dans des environnements extrêmes, que ce soit dans l'exploration spatiale, sous-marine ou lors d'expéditions scientifiques lointaines. L'histoire de Néandertal, c'est aussi une source de réflexion sur la résilience collective et la gestion de crise. Leur organisation en petits groupes, leur sens aigu de la solidarité, la capacité à partager des rôles sans rigidité extrême, à transmettre oralement l'essentiel du savoir vital, tout cela parle à notre époque où la flexibilité, l'inventivité et la coopération sont régulièrement invoquées comme réponse aux catastrophes. Face à une crise climatique, à une pandémie ou à une brutale raréfaction de ressources, la stratégie collective néandertalienne, mutualisation, adaptation rapide, anticipation et lien social fort, garde toute son actualité. La mémoire néandertalienne, c'est aussi le souvenir que la nature n'épargne jamais personne, même les mieux adaptés. Pendant longtemps, les Néandertaliens ont été les champions de leur monde, mais une accumulation de changements progressifs et brutaux, le tout dans un univers fermé où la copie de la diversité est fragile, a fini par casser cet équilibre. Il reste un avertissement sur les limites du modèle d'adaptation spécialisé. Tenir longtemps ne veut pas dire tenir pour toujours. Ce sont souvent les espèces capables de diversifier leur structure sociale, leur alimentation, leur réseau d'échange ou leur façon de transmettre l'information qui finissent par franchir les crises majeures. L'héritage néandertalien n'est pas que biologique ou technologique, il concerne aussi notre perception de l'altérité. Pendant des décennies, cette humanité a été caricaturée comme primitive, incapable d'innover ou de se projeter, mais la science a depuis 30 ans complètement réévalué ce point de vue. On sait que Néandertal produisait des bijoux à partir de griffes, d'os ou de coquillages, utilisait des pigments pour se peindre le corps et décorait peut-être certaines de ses grottes avec des motifs qui n'avaient aucune fonction utilitaire. Ces gestes, si modestes soient-ils, exprimaient déjà une part de sensibilité à l'esthétique, à la mémoire et au symbole, bref, à une forme de culture que l'on croyait réservée à Homo sapiens. L'enseignement majeur, au fond, que nous laisse l'aventure néandertalienne, c'est la capacité humaine à changer d'échelle, à inventer sous pression, à transmettre les solutions et à intégrer le meilleur des mondes croisés, même dans l'adversité. Les croisements entre groupes, compréhension partagée, invention technique passée de main en main, tout cela continue de résonner dans la façon dont l'humanité a évolué ensuite, parfois pour durer, parfois pour laisser des traces discrètes mais durables. Dans le détail, les avancées dans la génétique des populations permettent à présent de pister, gène par gène, l'origine probable de certains traits. La couleur de la peau, la pilosité, la capacité à digérer certains aliments riches en graisse ou à supporter une forte intensité solaire en sont des exemples concrets. À chaque fois que l'on isole un marqueur absent chez les humains d'Afrique, mais présent chez des populations eurasiennes ou même océaniennes, il y a de fortes chances qu'il s'agisse d'un héritage néandertalien. Ces petites différences pourraient même avoir influencé l'histoire moderne, la prévalence de certaines maladies ou la résistance à d'autres. Les techniques d'adaptation néandertalienne, que ce soit dans la confection des outils, la gestion du feu, la structuration des abris ou la fabrication de vêtements, servent encore, d'une certaine manière, aux chercheurs qui s'intéressent à la survie en milieux extrêmes. Pour tester la résistance de certains matériaux, l'efficacité d'un feu entretenu sous la neige ou même la manière de préparer un abri d'urgence, l'archéologie expérimentale s'inspire parfois directement des trouvailles liées à Néandertal. Cela donne des idées concrètes aux équipes d'expéditions scientifiques et enrichit la culture technique héritée de la préhistoire. L'histoire néandertalienne interroge aussi la question de la perte, du deuil et du legs aux générations futures. En enseignant à survivre, à fabriquer, à transmettre le feu, à partager le
gibier ou à coudre un manteau, chaque génération solidifiait la base pour celle d'après. Il n'y a pas, dans l'état actuel des découvertes, de traces écrites, mais la transmission orale, obsessionnelle et pratique a permis de garantir plusieurs centaines de siècles de continuité culturelle. C'est sur ce point aussi que la préhistoire humaine inspire toujours: la transmission, la mémoire, la solidarité, l'innovation sous la contrainte. En résumé, la survie des Néandertaliens face au pire hiver ne s'est pas traduite par une victoire définitive. Ils ont traversé des dizaines de milliers d'années de froid, bravé chaque crise écologique, transmis leur savoir, perfectionné leurs techniques et inventé des solutions très ingénieuses pour vivre dans ce que la nature offrait de plus rude. Leur disparition, il y a environ 40 000 ans, témoigne de la difficulté de se maintenir dans un monde en mutation permanente, mais leur héritage est toujours là. Il existe dans le génome d'une partie de l'humanité, dans la structure de nos mains, dans nos résistances, parfois dans ce que l'on ose entreprendre quand tout semble impossible. Les leçons de résilience, d'adaptation et d'innovation forgées par Néandertal n'ont jamais cessé d'inspirer, d'éclairer et même de servir d'exemple lorsqu'il s'agit d'imaginer l'avenir de l'humanité elle-même.